Bonsoir à tous et merci d'être venus finalement nombreux et nombreuses. Avant de présenter les invités, je voulais vous dire un petit mot important parce que quand il y a des rencontres ou des tables rondes sur des questions, d'abord je vais me présenter, je m'appelle Olivier Favier, je suis journaliste indépendant donc je vais animer cette soirée. Et ce qui est important quand il y a des tables rondes ou des soirées, c'est aussi un peu d'avoir un débouché concret, c'est-à-dire d'avoir aussi des réponses pour qui a envie de s'engager, parce que l'important sur ces questions-là, évidemment, c'est le nombre, c'est la participation, c'est l'engagement des citoyens et des citoyennes. Et donc, pour celles et ceux qui auraient envie de concrétiser quelque chose à l'issue de cette rencontre. Vous pouvez rencontrer des bénévoles de SOS Méditerranée autour notamment de l'exposition qui est juste en dehors de cette salle, un petit peu plus loin sur la gauche, et qui sera présente donc à Gun Control jusqu'à dimanche. Il y a aussi Luciano Gallo qui est le délégué à la mobilisation citoyenne. Il y a des membres aussi de l'antenne bénévole. Je vous rappelle que SOS Méditerranée a 19 antennes en France, dont une à Paris. Voilà, c'est pas simplement au bord de la mer ou au bord de la Méditerranée qu'on peut s'engager pour SOS Méditerranée, mais un peu partout en France pour cette mobilisation citoyenne. Et par ailleurs, s'il y a parmi vous des enseignants, il y a une habilitation de SOS Méditerranée pour intervenir avec un agrément donc ministériel pour intervenir en milieu scolaire. Donc là aussi, si vous voulez avoir de plus amples renseignements à la fin de cette rencontre, c'est tout à fait possible d'en parler avec les membres de l'association. Alors je vais vous présenter donc Céline Schmitt qui vous a parlé pendant une demi-heure, mais je vois qu'il y a des gens qui sont arrivés. Donc vous êtes porte-parole du HCR pour la France. Fabienne Lassalle, donc déléguée adjointe de SOS Méditerranée, c'est ça? Voilà. Et puis Camille Schmoll, donc qui est l'auteur, qui est professeur à l'EHESS, mais qui est aussi l'autrice d'un remarquable ouvrage, remarquable à plusieurs titres, nous y reviendrons, qui s'appelle Les damnés de la mer, femmes et frontières en Méditerranée. Remarquable parce que d'abord c'était un livre qui me manquait, voilà, une étude de fond sur cette question-là. Pour avoir travaillé sur cette question, je sais combien c'est difficile effectivement encore plus quand on est un homme, mais de recueillir ces témoignages, de les trouver, de faire sortir les femmes de leur invisibilisation. Encore plus, voilà, quand on parle de migration. Voilà, c'est un livre qui est extrêmement important parce que c'est un livre qui est à la fois un livre de chercheuse, un livre qui amène des concepts extrêmement intéressants sur lesquels nous aurons l'occasion de revenir, mais c'est aussi un livre de témoignages. Ça commence par un témoignage et je crois que c'était très important de le faire. Et donc c'est un livre aussi qui est d'une certaine manière, est aussi un livre de reportage, on pourrait le dire. Et je crois que ce mariage entre un travail de terrain, de reportage et un travail de chercheuse est particulièrement précieux. Et par ailleurs, il est fort bien écrit. Voilà, je vous invite aussi à vous le procurer. Je crois qu'il est toujours important de se documenter sur ces questions-là et de soutenir à la fois les chercheuses, les chercheurs, les journalistes qui travaillent sur ces questions-là, les maisons d'édition qui s'engagent pour publier ces livres, parce qu'effectivement, on a besoin énormément d'informations justes, fournies, surtout dans la période que nous traversons, que je ne vous décrirai pas parce que vous la connaissez aussi bien que moi. Voilà. Et puis Nejma Brahim, qui est journaliste aussi à Mediapart, qui travaille pour le Pôle International et qui consacre, dit-elle, sur sa page l'ensemble de son travail pratiquement aux migrations, et qui a été sur l'Ocean Viking pendant combien de temps ? 2 mois au début de l'année, donc il reviendra aussi sur les témoignages. Et je vous invite aussi à lire ces nombreuses contributions sur Mediapart qui sont toujours extrêmement fournies et intéressantes. Voilà. Pour commencer, peut-être, j'aimerais, même si ça ne touche pas directement notre sujet de ce soir, qu'on fasse un petit retour sur ce qui se passe en ce moment pour l'Ocean Viking, qui est bloqué en Italie, et que vous nous expliquez un petit peu ce qui s'est passé. Alors, Fabienne Lassalle. C'est bon? Ah, c'est bon? Je ne suis pas sûre. On entend très bien. Bonsoir, merci à toutes et tous d'être là ce soir. Oui, vous dire un mot sur la situation de l'Ocean Viking aujourd'hui, à l'heure où on se parle. En effet, notre navire
est actuellement détenu pour raison administrative par les autorités maritimes italiennes, et ce depuis le 10 janvier dernier. Et cela fait suite à un contrôle qui a été opéré par les autorités donc, du port, et donc on était à Trapani, et qui ont mené pendant plus de 11 heures une inspection extrêmement minutieuse. Et je puis vous assurer que sur un navire de cette taille, quand on veut chercher quelque chose, on le trouve. Et là, ils avaient tout à fait l'ambition de trouver des raisons pour justifier d'un arrêt du navire. Alors, ce n'est pas le premier arrêt. Nous avons déjà subi en 2020 ce même type de détention. Alors, pour d'autres raisons, il y a toujours une nouvelle raison. Et cette fois-là, on est resté à quai pendant 5 mois en 2020. Cette fois-ci, les raisons invoquées ont été notamment la remise en cause de... il faut savoir que notre navire, il est aménagé pour accueillir les rescapés. Et notamment, il y a toute une série de containers qui ont été arrimés sur le pont arrière. Et donc, il est remis en question le fait que ce soit non pas une cargaison, mais quelque chose, et que ça devrait être comptabilisé et certifié autrement. Donc voilà, de la paperasserie administrative et en tout cas ce qui nous bloque à terre aujourd'hui. Donc nous sommes des pragmatiques. Nous sommes en train d'étudier de plus près la situation pour voir dans quel délai il nous est possible de résoudre au plus vite cette situation pour pouvoir repartir dans les meilleurs délais, parce que c'est évidemment en Méditerranée et en Méditerranée centrale que nous sommes attendus. Il y a très peu de moyens actuellement sur zone. Même si encore aujourd'hui il y a eu des sauvetages opérés, mais on sait qu'une fois ces sauvetages opérés, les bateaux vont revenir, donc il faudra d'autres bateaux. Donc on a bon espoir de pouvoir régler rapidement la situation pour pouvoir repartir. Il y a combien de navires opérationnels à peu près en ce moment ? Alors, sur la zone, actuellement, là, il y en a 3, si je ne me trompe pas. Mais bon, j'ai presque envie de dire que c'est une situation relativement bonne, là, à l'instant où on se parle, parce qu'à certaines périodes, il n'y a pas du tout de bateau. Soit qu'il soit arrêté pour des raisons techniques, soit qu'il soit en quarantaine au port, soit qu'il soit détenu comme le nôtre. Et donc, il y a des périodes de l'année où il n'y a aucun navire sur la zone pour porter assistance, alors même, et on le sait, que les traversées continuent et donc les naufrages de ce fait. Et je vais rappeler d'ailleurs, je ne sais pas si on aura l'occasion de le faire un peu plus tard dans la soirée, mais avant de parler plus particulièrement des femmes, de dire que sur la seule année 2021, ce sont 1553 personnes qui sont disparues en Méditerranée centrale. On est à plus de 2043 sur la Méditerranée dans son ensemble, mais donc sur cette Méditerranée centrale qui est la route migratoire la plus meurtrière au monde, je pense que tu confirmes Céline, et ce qui justifie qu'il y a véritablement besoin de navires pour aller secourir. Et sur la part des femmes dans ces décès, c'est une part qui est plus importante que le nombre de femmes qui partent en proportion, ou c'est, disons qu'il y a plus de décès chez les femmes que chez les hommes Alors, je n'ai pas cette information sur Oui, il y a plus, la mortalité des femmes est plus élevée que celle des hommes. Voilà. On pourra peut-être revenir après. Enfin, je ne veux pas interrompre sur cette question-là, mais effectivement, on n'a pas beaucoup d'informations, mais on en a quelques-unes quand même, et on sait que les femmes ont beaucoup plus de risques en fait de décéder en route, et notamment dans la traversée de la Méditerranée, que les hommes, pour différentes raisons qui ont trait à leur situation physique quand elles prennent la route, quand elles prennent la mer, à leur positionnement dans les bateaux, on pourra peut-être y revenir, oui. Au fait que je crois qu'elles sont aussi plus vulnérables, au sens où elles sont plus nombreuses que les hommes à ne pas savoir nager, à être accompagnées, à avoir subi des violences, y compris dans les bateaux. Donc il y a plein de raisons qui font qu'en fait cette route est particulièrement mortelle pour les femmes. Et la responsabilité des enfants, j'imagine aussi. Bien sûr, oui. Alors, puisqu'on est sur l'Ocean Viking, peut-être on va peut-être finalement vous poser quelques questions pour commencer sur vos 2 mois passés donc sur l'Ocean Viking. Je sais que c'est pas toujours évident c'est difficile effectivement de recueillir des témoignages.
encore plus effectivement quand on est dans cette situation-là où les gens arrivent épuisés, où les gens arrivent avec des traumatismes très récents, donc souvent avec une difficulté aussi à parler. Comment vous avez fait finalement pour essayer de rentrer en contact, d'avoir des témoignages, et qu'est-ce que vous avez pu en retirer? Oui, c'est vrai que les personnes arrivent très souvent épuisées, évidemment, par la traversée, mais aussi par tout ce qu'elles ont pu vivre durant le parcours migratoire. Ce qu'il faut savoir, c'est que les équipes de SOS Méditerranée sont très bien organisées, pour l'avoir vu de mes propres yeux. Il y a une équipe de prise en charge qui, tout de suite, prend en charge les personnes qui montent à bord de l'Ocean Viking après avoir été secourues en mer. Et cette équipe de prise en charge porte une attention toute particulière à la fois aux personnes blessées, donc ça peut inclure également des hommes bien sûr, aux personnes traumatisées et aux femmes qui parfois sont seules, parfois sont avec des enfants, parfois sont enceintes. Donc elles sont auscultées par les infirmières, le médecin généralement, ou la médecin qui est à bord, qui fait partie des équipes. Et donc, c'est déjà un premier pas, si vous voulez, pour pouvoir les aborder. Déjà parce qu'elles sont mises en confiance par les équipes de SOS Méditerranée. Les équipes de SOS Méditerranée leur précisent toujours qu'il y a un ou plusieurs journalistes à bord. Il faut qu'on soit, nous, clairement identifiés, identifiables, comme étant journalistes, pour qu'il n'y ait pas de confusion, évidemment. Et une fois qu'elles ont été soignées, écoutées, prises en charge et mises à l'abri dans le Women's Shelter. Donc c'est un conteneur qui fait office d'abri pour les femmes et les enfants. C'est vraiment un petit cocon où elles peuvent se sentir en sécurité entre elles. C'est important, je crois, qu'elles ne soient pas forcément mélangées aux hommes, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer, et parce qu'elles ont aussi parfois des traumatismes liés aux violences sexuelles, physiques. Comme je le disais, ça peut être en Libye, bien souvent, la plupart du temps d'ailleurs, mais aussi pendant le parcours migratoire ou dans leur pays d'origine. Donc elles sont dans cet abri, et c'est un peu grâce à tout ça, tout ce qui se met en place au moment où elles montent à bord de l'Ocean Viking, que nous, ensuite, on peut tenter de les aborder. Moi, je dois dire que je m'attendais à ce que ce soit très difficile. En réalité, j'ai réussi à parler à beaucoup de femmes lorsqu'elles l'ont accepté. Très peu ont refusé. Une fois que j'étais à bord, notamment dans le Women's Shelter, donc qui est évidemment un peu plus facile d'accès quand on est aussi une journaliste femme. Je pense que ça aide beaucoup. Ça aide aussi beaucoup, je pense, à obtenir le témoignage. C'est-à-dire que la femme peut-être se sent plus en sécurité avec une journaliste femme en face d'elle, je ne sais pas. Je pense que ça a joué quand même. Et ensuite, je crois qu'elles avaient un grand besoin de s'exprimer, de raconter ce qu'elles avaient vécu, d'être écoutées. Parfois, c'était la première fois qu'elles étaient simplement écoutées par quelqu'un, en fait, depuis leur départ, depuis leur pays d'origine. Donc ça s'est fait comme ça, un petit peu naturellement, avec, mais on en reparlera très certainement ensuite, des parcours très différents, des témoignages différents, mais évidemment beaucoup de souffrances, comme je le disais tout à l'heure, liées aux violences physiques et sexuelles, parce qu'elles sont aussi plus vulnérables, il faut le dire, que les hommes, même si les hommes ne sont pas à l'abri non plus des violences physiques et sexuelles, notamment en Libye. Et je pense que je voulais revenir un peu sur cette question du récit, parce que c'est vrai que finalement, c'est quand on arrive en Europe, surtout, le récit est quelque chose qui vous est demandé constamment, mais toujours à des fins policière, judiciaire, c'est-à-dire effectivement de contrôle, afin de voir si vous êtes apte à obtenir le statut de réfugié, l'asile, si votre récit est juste ou non. Il y a toujours quelque chose d'un peu inquisiteur. Et c'est vrai que finalement, aussi bizarre que ça puisse paraître, le récit pour le récit, c'est-à-dire simplement pour l'écoute, c'est pas quelque chose d'aussi évident que ça. Et je pense qu'effectivement, vous me direz si je me trompe, mais que un des rôles du journaliste, c'est peut-être aussi d'être une oreille, tout simplement, c'est-à-dire d'être quelqu'un qui écoute avec bienveillance et qui peut transposer le récit pour le récit sans forcément en faire un instrument de surveillance, de contrôle, de vérification et de validation d'un parcours. Oui, c'est ça, sans qu'il y ait forcément un enjeu derrière. Je crois qu'il faut
quand on est journaliste, et particulièrement sur ces sujets-là, dans un contexte comme celui-là, il faut savoir faire preuve d'empathie et d'écoute. Il faut savoir mettre la personne qu'on a en face de nous en confiance. Et effectivement, ça passe beaucoup par l'écoute. Après, moi, j'ai passé des heures à entendre des récits vraiment très, très difficiles. Comme je vous le disais, qui parfois sortaient pour la première fois, notamment en ce qui concerne les récits de violences sexuelles, de viols. Donc c'était aussi très difficile pour moi, en fait, en tant que journaliste, en tant que citoyenne, comme vous et moi, quand on fait face à de tels récits, à de telles horreurs, il faut aussi pouvoir l'encaisser. Mais je crois que c'est important déjà pour la personne qu'on a en face de nous, parce que, comme vous le dites, il faut qu'il y ait cette écoute, et parce que, comme je vous le disais, pour la plupart d'entre elles, il y avait un besoin réel de s'exprimer. Et puis pour nous, pour notre métier aussi, je crois qu'il faut être confronté au réel et au concret. Donc là, clairement, je l'étais totalement. Tout comme je l'étais quand on était à bord des bateaux de secours rapide et qu'on se retrouvait face à un bateau, un canot pneumatique bourré à craquer, tellement bourré à craquer que les jambes dépassent sur les boudins du canot pneumatique, que les personnes crient à l'aide parce qu'elles sont désespérées, parce qu'elles sont au milieu de l'immensité de la mer et qu'elles ont cru mourir, tout simplement. Donc voilà, il faut, je pense, écouter tout cela, savoir le retranscrire pour que les lecteurs, pour que les citoyens du monde puissent aussi entendre et recevoir ce récit concret, et pour essayer peut-être, à notre petite échelle, de peut-être faire changer les choses, en tout cas faire en sorte que ça s'améliore pour les exilés. Camille Schmoll, je voulais parmi les populations, les provenances des personnes qui traversent la Méditerranée, il y a une population importante depuis plusieurs années déjà, qui est la population érythréenne. Il y a toute la question des femmes qui partent de l'Érythrée, et je sais que ça fait une part importante de votre livre. J'aurais voulu que simplement vous nous expliquiez un petit peu la spécificité de ces situations. Alors, effectivement, c'est vrai qu'il y a une spécificité des personnes qui viennent d'Érythrée, pas seulement des femmes, qui fuient un régime autoritaire, dictatorial, terrible, qu'on a mis du temps à reconnaître. Il y a eu une espèce de médiatisation il y a, je pense, 3 ou 4 ans de la situation en Érythrée, alors qu'elle était complètement inconnue et que la plupart des personnes qui demandaient l'asile, notamment en France, se voyaient refuser l'asile. Je crois que je ne dis pas de bêtises, je parle sous le contrôle des spécialistes. Et donc, en réalité, oui, il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui viennent d'Érythrée, notamment des jeunes filles, qui fuient un régime terrible où on doit faire un service militaire illimité, où on risque à tout moment d'être emprisonné dans des camps. Faut savoir que la position de l'Union européenne vis-à-vis de ce pays est pas toujours très clair, c'est le moins qu'on puisse dire, et que ce qui m'a vraiment intéressée dans le cas des jeunes filles et des femmes d'Érythrée, c'est aussi que on pouvait voir justement, ce qui m'a intéressée moi dans l'analyse des trajectoires de ces femmes, l'imbrication de raisons à la fois qui ont trait au fait de fuir un pays dans lequel on ne peut pas vivre correctement, dans lequel on est persécuté, et donc qui font qu'on va aussi rechercher une protection ailleurs et demander l'asile, mais aussi le fait qu'il y a un désir d'émancipation très fort de ces jeunes filles, justement, un désir d'autonomisation par la migration. Et les deux ne s'excluent pas. Des fois, on a du mal à se représenter que dans une trajectoire migratoire, il puisse y avoir les deux à la fois, mais c'est très important. Et aussi cette relation à la trajectoire migratoire qui est terrible, parce qu'effectivement, puisqu'il n'y a pas, ou du moins pas suffisamment de voies humanitaires, de visas humanitaires, de canaux humanitaires qui permettraient à ces hommes et ces femmes d'Érythrée ou d'ailleurs de rejoindre l'Europe,
ou des pays sûrs, eh bien, elles se retrouvent à entreprendre des trajectoires extrêmement périlleuses, voilà, au fil desquelles elles vont subir, ça a été dit, de nombreuses violences. Donc, en fait, moi, ce qui m'a beaucoup frappé dans les trajectoires de ces femmes, c'est qu'en fait, à la violence des causes du départ se rajoute la violence de la trajectoire. Et malheureusement, ça ne se termine pas une fois en Europe. Mais bon, après, il y a différents degrés de violence, bien entendu, mais ça ne se termine pas une fois en Europe, ne serait-ce que parce que, d'abord, elles n'ont pas toutes accès à l'asile, et ensuite parce que, notamment, alors on y reviendra peut-être, mais notamment du fait des règlements Dublin 2, Dublin 3, elles se retrouvent à devoir rester dans le premier pays d'arrivée en Europe, ce qui est un véritable drame pour celles qui ont des proches dans d'autres pays, qui ont les moyens de se reconstruire dans d'autres pays. Et ça, c'est une des grandes difficultés aussi auxquelles elles sont confrontées une fois en Europe. Et notamment pour les Érythréennes, souvent l'Europe du Nord, c'est-à-dire la Suède ou l'Angleterre, parce que ce sont beaucoup des femmes qu'on retrouve effectivement beaucoup à Calais, notamment, et qu'on retrouve effectivement sur les chemins vers la Scandinavie. Donc c'est encore un long parcours. Absolument. Dans ces pays-là, elles ont plus de possibilités d'être protégées, aussi de voir leur diplôme parfois reconnu, d'accéder à un marché du travail. Elles ont plus de possibilités aussi de retrouver des proches. Elles sont anglophones, donc elles n'ont pas envie d'aller en France ou en Allemagne. Et donc toutes ces raisons font que elles ont plus de chances d'intégration tout simplement dans ces pays-là. Et malheureusement, moi, ce que j'ai pu constater, alors en particulier à partir de mes premières observations, j'ai beaucoup, la plupart des Érythréennes que j'ai rencontrées, je les ai rencontrées à Malte. Et souvent, c'était des femmes qui avaient été renvoyées justement en vertu du règlement Dublin, donc en fait qui avaient fait toute une trajectoire en Europe et qui étaient reparties, qui avaient été renvoyées à Malte, et donc qui se retrouvaient dans des situations d'isolement et d'errance en fait totale. Vous parlez aussi dans votre livre de la notion de paysage moral, notamment par rapport à l'Italie. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu ce que vous entendez par là? Parce que je crois que c'est vraiment quelque chose d'important aussi par rapport à... Alors moi, je suis géographe, donc je m'intéresse au paysage. Et le paysage moral, ça se réfère d'abord à des lieux qui peuvent être différents types de lieux, qu'on peut observer à différentes échelles. Par exemple, dans ce paysage moral, qui est vraiment très connecté à la fois aux dynamiques migratoires et à la politique migratoire, eh bien, on peut observer la place des îles, par exemple. Les îles de l'Union européenne aujourd'hui, que ce soit la Sicile, que ce soit Malte, que ce soit les îles de la mer Égée, fonctionnent comme des lieux frontières et comme des marges utiles, comme des lieux dans lesquels on va déléguer une grande partie du contrôle migratoire, dans lesquels on va trier, on va décider un peu qui va pouvoir poursuivre son chemin, qui va devoir rester, qui va devoir attendre, etc. Donc c'est à l'échelle des îles, mais c'est aussi à l'échelle de ces centres sur lesquels j'ai travaillé, qui sont des centres d'hébergement, en l'occurrence pour femmes et pour familles, les centres sur lesquels j'ai travaillé, et qui sont des lieux extrêmement isolés. Donc il y a une espèce d'emboîtement, si vous voulez, de l'isolement, c'est-à-dire que l'île, c'est déjà loin du centre, mais en plus, dans l'île, vous avez des lieux qui sont vraiment très, très marginaux et dans lesquels se retrouvent les femmes très longtemps. La plupart des femmes que j'ai rencontrées font des demandes d'asile et les temps d'attente sont extrêmement longs. Et je parle de paysage moral parce que dans ces lieux qui sont des lieux d'accueil, qui sont des lieux, mais qui sont aussi des lieux de surveillance, en vertu du fait que les politiques migratoires aujourd'hui articulent une dimension humanitaire et une dimension de contrôle, une dimension sécuritaire, eh bien la vie quotidienne de ces femmes est scrutée, surveillée, extrêmement réglementée, plus que celle des hommes. C'est de ce point de vue-là, la politique migratoire, elle est genrée. C'est-à-dire que les femmes, les mobilités des femmes, leur sexualité, leur rapport à leur corps, à leurs enfants, leur intimité est extrêmement scrutée et l'objet de formes d'anxiété, en fait. Donc j'essaye de travailler sur cette espèce d'anxiété morale qu'on retrouve dans les discours politiques sur les migrations, qui entoure en fait la question, le traitement des migrations aujourd'hui, et qui prend une coloration particulière dans le cas des femmes.
Merci beaucoup. Céline Schmitt, je voulais revenir un petit peu sur... on a parlé un peu de l'Europe, de l'Union européenne. Bon, la présidence française de l'Union européenne s'ouvre ce mois-ci. Je sais qu'il y a eu une recommandation qui a été faite par le HCR à l'égard de cette présidence française, qui d'ailleurs a commencé par des interpellations de Damien Carême, j'ai vu de Raphaël Glucksmann, et qui parle beaucoup effectivement des questions de migration, appelant effectivement Emmanuel Macron à être un peu plus conséquent dans les années qui viennent, et la France à être un peu plus conséquente, puisque très souvent, effectivement, les États rejettent la responsabilité sur l'Europe. On ne peut rien faire, nous, c'est l'Europe qui décide. Donc maintenant, effectivement, l'Europe, en partie, la France va peser ces prochaines années sur l'Europe. Donc quelles sont les recommandations? Et en particulier, effectivement, est-ce qu'il y a des recommandations particulières concernant la place des femmes dans ces migrations? Oui, et qui répondent d'ailleurs à certaines préoccupations qui ont été soulevées, et d'ailleurs par Fabienne aussi sur le sauvetage en mer. Donc oui, le HCR en fait publie des recommandations pour chaque présidence en fait du Conseil de l'Union européenne, et donc nos recommandations cette année sont pour les présidences françaises et tchèques, puisque la République tchèque prendra la présidence au bout de 6 mois. Et on pense effectivement que la période est extrêmement importante pour qu'il y ait des avancées sur certains sujets, et aussi que la France a un leadership au sein de l'Europe qui peut permettre d'avancer sur certains sujets. Et en fait, notre appel global, et après je pourrais aller un peu plus en détail, mais c'est vraiment de travailler pendant cette période-là pour arriver à un régime européen d'asile qui soit commun et durable, en fait, et vraiment qu'il est important de travailler sur ce régime commun actuellement. Pourquoi ? Parce qu'on a vu l'année dernière des tentatives, en fait, dans des pays, ce qu'on appelle externaliser l'asile, c'est-à-dire externaliser les procédures d'asile vers d'autres pays. Ce qui est contraire en fait à la Convention de Genève de 1951, en fait, où un État doit permettre à des personnes qui fuient la persécution, qui fuient la violence, d'avoir accès au territoire pour pouvoir demander l'asile. Mais c'est contraire aussi au pacte mondial sur les réfugiés dont je parlais, qui a cet esprit en fait de partage, de solidarité au niveau mondial. Et donc, pour aller à l'encontre d'initiatives comme ça au niveau national, en fait, la réponse doit être un système commun, en fait, pour éviter qu'il y ait des tentatives nationales d'externalisation, mais aussi de pushback, parce qu'on a vu, ou plutôt de renvoi, pardon, on a vu de nombreux incidents l'année dernière encore de renvoi aux frontières externes de l'Union européenne, de renvoi de personnes qui n'ont pas pu avoir accès au territoire pour demander l'asile. Donc c'est des situations qui nous préoccupent, et il faut des avancées par rapport à ça, donc commun. Nous, on pense que le pacte européen sur l'asile et les migrations qui a été présenté est justement un outil pour avancer sur ce partage de responsabilité et de solidarité, qu'il faut utiliser ce moment pour avancer. Et donc, on fait des recommandations assez concrètes sur les choses, et notamment aussi sur le sauvetage en mer. Alors, c'est pas nouveau d'un point de vue du HCR. On a fait des recommandations et on a donné des conseils sur qu'est-ce qui pourrait être mis en place en fait pour permettre un débarquement prévisible des bateaux, pour permettre un partage de responsabilités avec des systèmes de relocalisation prévisibles. Mais on appelle à nouveau les présidences du Conseil de l'Union européenne de cette année à faire des avancées là-dessus, et notamment renforcer les capacités de sauvetage en mer, avec une capacité aussi de sauvetage européenne, en fait, dirigée d'un point de vue européen étatique, parce que c'est quelque chose d'important. Je parle de sauvetage, mais en fait, c'est la recherche et le sauvetage. Parce que dans ce que disait Fabienne aussi, on l'a entendu, la recherche en mer est aussi quelque chose, en fait, de crucial. La recherche et ensuite le sauvetage. Donc voilà un résumé des recommandations. Mais bien sûr, je pourrais venir, expliquer un peu plus en détail certaines, si vous le souhaitez. Je peux peut-être
compléter d'ailleurs justement sur la recherche et le sauvetage et ce qu'on peut demander à l'Europe et particulièrement à la France puisqu'elle prend la tête sur l'externalisation de la coordination du sauvetage dans la zone qui nous intéresse. Je vous expliquais tout à l'heure que c'était la route la plus meurtrière. Et qu'est-ce qui se passe depuis 2018 ? La situation n'a cessé de se détériorer parce que l'Europe a externalisé ce qu'elle faisait par ailleurs auparavant, à savoir de coordonner les sauvetages dans la zone, et elle l'a externalisé aux Libyens, puisque ce sont les Libyens qui, sur pression un petit peu de l'Europe, ont pris la coordination de cette zone. Ce qui signifie qu'aujourd'hui, il n'y a plus de coordination et c'est le chaos dans la zone, puisque il n'y a pas les Libyens qui n'ont pas du tout les capacités pour faire ce travail d'autorité de coordination maritime, c'est-à-dire qu'ils ne sont ni suffisamment formés, ils ne répondent pas aux appels, ils ne transmettent pas aux bateaux en présence les appels de détresse pour qu'on puisse aller au devant de ces embarcations pour les secourir. Et en fait, leurs seules interventions, c'est lorsqu'il y a des embarcations, c'est d'aller non pas les secourir, mais les intercepter pour les ramener en Libye. Or, et comme le HCR l'a rappelé à de nombreuses reprises, en aucun cas la Libye ne peut être considérée comme un pays sûr, comme un port sûr. Or, et c'est la base même du droit international maritime en matière de sauvetage, c'est qu'une fois un sauvetage réalisé, le capitaine qui a mené cette opération doit pouvoir débarquer au plus vite les rescapés dans le port le plus proche, mais un port sûr, bien évidemment. Et donc, évidemment, jamais en Libye. Je pense que Camille pourrait nous en dire plus aussi sur la situation dans ce pays. Donc, c'est cette externalisation de l'Europe aux Libyens qui est tout à fait condamnable, et on ne peut que demander aujourd'hui aux États européens de faire preuve de solidarité, de reprendre la coordination de cette zone, et puis, en effet, de mettre plus de moyens, pas plus, de mettre des moyens, puisque les États européens ont retiré leurs forces de la zone et n'interviennent pas en matière de sauvetage. Et enfin, comme tu le disais, Céline, de faciliter le débarquement en octroyant des ports pour les bateaux comme le nôtre qui menons des sauvetages, et ne pas laisser pendant des jours et des jours des bateaux faire des ronds dans l'eau en attendant de se voir attribuer un port, ce qui, je pense que Nejma peut aussi témoigner de ce que peut être une attente à bord lorsqu'on vient de vivre l'horreur en Libye, l'horreur d'une traversée, et qu'il faut y ajouter une attente infinie. Et peut-être, Olivier et Fabienne, si vous me permettez, je voulais ajouter un point additionnel sur nos recommandations, et c'était par rapport à votre question spécifique, mais aussi ce que disait Camille, par rapport aux voies légales. Et c'est aussi un appel extrêmement fort qu'on fait aux pays européens, mais pas qu'aux pays européens, c'est d'offrir plus de places, plus de voies légales, en fait. Donc, c'est-à-dire quoi ? C'est permettre à des personnes d'arriver légalement dans un pays. Et notamment pour les personnes les plus vulnérables. Et parmi les personnes les plus vulnérables qu'on identifie au HCR, qui ont besoin de ce qu'on appelle la réinstallation, donc c'est-à-dire être accueillies de façon légale dans un autre pays, il y a aussi des femmes, effectivement, qui sont à risque ou qui sont survivantes de violences, de torture, qui ont des problèmes médicaux particuliers. Mais ça peut être aussi des personnes, en fait, qui ne sont toujours pas protégées dans leur premier pays d'asile en raison, par exemple, de leur orientation sexuelle. Donc, on appelle à plus de places. Pour vous donner un chiffre, simplement un chiffre, on estime à 1,4 million de réfugiés dans le monde qui ont besoin de réinstallation. Pour qui c'est en fait vraiment une réponse vitale. L'année dernière, c'est moins de 100 000 places de réinstallation qui ont été offertes par les États. Et là, encore une fois, pas que l'Europe, parce que parmi les pays de réinstallation, il y a les États-Unis, il y a le Canada. D'ailleurs, les États-Unis offrent à nouveau plus de places de réinstallation. Mais je voulais simplement aussi ajouter une information là-dessus, parce que vous en avez parlé, et ça fait partie d'un de nos gros appels, en fait, qui est un engagement des États européens pour offrir plus de voies légales. Et au-delà de ces voies légales,
pour les personnes les plus vulnérables. Il y a d'autres voies légales aussi qui peuvent être envisagées, comme par exemple des bourses d'études pour des étudiants. Parce que là aussi, c'est les jeunes filles qui sont en situation d'exil qui ont moins accès à l'enseignement dès l'école secondaire et ensuite pour l'enseignement supérieur. Donc voilà, c'est aussi des attentes qu'on a sur des choses qui peuvent être développées. J'imagine, enfin, je devance un peu des questions que j'imagine du public, même si on vous donnera bien sûr la parole après. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui se posent la question aussi, parce qu'on en a beaucoup parlé l'an dernier, de la question des femmes afghanes, c'est-à-dire est-ce qu'effectivement, là c'est une question assez ouverte, est-ce qu'il y a eu des dispositifs spécifiques, est-ce qu'il y a eu des tentatives de politique d'accueil, parce qu'on a entendu effectivement le premier discours, encore une fois en France, le premier discours présidentiel a été un discours de peur face à une possible recrudescence des arrivées, etc., etc. Alors qu'il faut rappeler que la majorité, l'écrasante majorité des réfugiés afghans trouvent refuge dans les pays limitrophes et pas du tout en Europe et encore moins en France. Peut-être je fais une réponse rapide et après je vous laisserai la parole. Mais oui, là aussi on appelle à davantage de voies légales. Alors il y a des programmes d'évacuation qui ont été mis en place par différents États auxquels nous, le HCR, on n'était pas partis parce que quand on parle réinstallation, en fait, il s'agit de réinstallation de réfugiés qui sont déjà dans des pays voisins. Mais oui, vous le disiez, plus de 2 millions de réfugiés, principalement au Pakistan, en Iran. Et là aussi, des besoins de réinstallation. Donc ça fait partie, en fait, de notre appel. Mais au-delà de ça, au-delà des voies légales, et c'est extrêmement important, notre préoccupation actuelle aussi, c'est par rapport à la situation en Afghanistan. Et je le disais un peu tout à l'heure. Donc nous, on est resté sur place. Bien sûr, on est sur place depuis 40 ans. Il y a un besoin urgent là, d'aide en fait, humanitaire pour aider les personnes. Et encore une fois, les personnes les plus vulnérables, parce qu'effectivement, une grande partie des personnes qui sont déplacées à l'intérieur du pays sont des femmes et des enfants. Mais au-delà de l'aide humanitaire, il faut une aide au pays pour éviter en fait un effondrement des systèmes de santé, pour permettre justement un accès à l'école. Alors on ne dit pas que c'est simple. Nous, on est une organisation apolitique, bien sûr, mais notre travail est très lié à tout ce qui se passe en fait, d'un point de vue politique. On ne dit pas du tout que c'est simple, mais on dit qu'il doit y avoir des discussions pour qu'il y ait des avancées. Parce que là, la situation est grave et en fait, il faut vraiment y répondre. Alors, je crois, Fabienne, que la part des femmes en Méditerranée sur la traversée, c'est à peu près 18% aujourd'hui, c'est ça ? Alors, en tout cas, je vais vous parler, moi, des personnes que nous accueillons à bord précédemment de l'Aquarius, notre premier navire, et depuis 2019, l'Ocean Viking. Donc, depuis 2016, donc 31 631 personnes secourues et plus de 5 000 femmes parmi ces 31 000, ce qui représente en effet 16% globalement des personnes que nous avons secourues. Et je regardais sur les dernières années, on oscille entre 9%, certaines années, à un maximum de 18%. Voilà à peu près le pourcentage des femmes que nous recueillons. Dans leur profil, on peut noter que 8% d'entre elles sont enceintes, ce qui fait que nous avons aussi adapté les soins et ce qui est à bord, surtout vu les conditions dans lesquelles elles arrivent. Et Nejma soulignait le personnel médical. Et il y a 4 médicaux à bord, et parmi eux, il y a toujours une sage-femme, ce qui montre l'importance pour nous de pouvoir les suivre tout particulièrement et pouvoir prodiguer des soins prénataux ou postnataux. Il y a des jeunes femmes qui arrivent, qui viennent tout juste d'accoucher. Donc voici un petit peu le profil de celles qui arrivent à bord. Vous parlez des pays de provenance, c'est pas une idée très précise parce qu'on n'a pas de statistiques là-dessus, mais globalement, il y a beaucoup de personnes qui viennent d'Afrique subsaharienne, de la Corne de l'Afrique. Le Nigeria, pour les femmes, est effectivement un pays de provenance important, l'Érythrée, la Guinée, voilà un petit peu les pays d'origine de ces femmes. On parlait de l'Afghanistan, on a très peu de femmes afghanes. On a eu des hommes, et
pas non plus dans des quantités et des proportions importantes. Mais voilà les femmes que nous accueillons à bord et ce qu'est un petit peu le profil des femmes accueillies. Camille Schmeul, dans votre livre, vous discutez un peu de différentes notions, notamment la question de l'autonomie de ces femmes. Et justement, on vient de parler des femmes nigérianes. Et je pense qu'il y aurait beaucoup de choses à dire sur effectivement ces voyages et ce à quoi ils sont destinés. Et vous discutez aussi la question de l'immigration comme émancipation, notamment pour les femmes. Voilà. Donc, est-ce que vous pourriez un petit peu nous éclairer sur ces... Oui, alors en fait, moi je m'inscris dans une approche qui essaye de restituer aussi à ces... Parce que, je pense aussi que ça peut aussi aider à mieux cerner le phénomène et aussi peut-être à éviter les effets de panique autour des questions de migration. C'est-à-dire que dans les trajectoires migratoires, comme je disais tout à l'heure, il y a effectivement des personnes qui... La plupart d'entre elles, en fait, la plupart des femmes que j'ai rencontrées, elles fuient des violences liées au genre, déjà au pays d'origine. Et puis, mais il y a aussi quelque chose qui est de l'ordre de l'autonomie, quelque chose qui est de l'ordre d'un projet d'amélioration d'une vie, d'une vie qui est difficile pour plein de raisons qu'on a déjà évoquées et d'autres encore. Et du coup, pour moi, c'était important de restituer ça, cette imbrication. Et même pour les femmes nigérianes, qui sont pour la plupart d'entre elles victimes de circuits de la traite, dans des situations épouvantables, où elles vont se retrouver après en Europe, mises en prostitution sur les trottoirs et dans les maisons closes d'Europe. Malgré tout, il peut y avoir, même dans ces situations-là, là aussi, une volonté d'émancipation et d'autonomie. Et donc, c'est là qu'il faut aider aussi ces femmes-là à sortir de ces circuits-là. Moi, le constat que j'ai fait, qui est triste, c'est que la politique migratoire, dans sa dimension coercitive aujourd'hui, elle prend le dessus sur toute politique en faveur de l'émancipation de ces femmes. C'est-à-dire que même dans des contextes, même en Italie, où on a quand même un contexte législatif qui devrait permettre d'aider ces femmes à sortir de la prostitution, des circuits de la traite, et pouvoir se construire une nouvelle vie, c'est devenu extrêmement compliqué et de plus en plus compliqué en fait. Et donc on a des épisodes comme ça de refoulement, de renvoi de femmes qui sont dans des situations de vulnérabilité extrême et qui sont en général remises sur les routes une fois qu'elles sont rentrées. Donc c'est vraiment des cercles vicieux et c'est terrible. Je me suis un peu perdue par rapport à la question, je sais plus. Non, c'était par rapport moi j'ai perdu du coup aussi le... Super. Un peu de fatigue. Je vous écoutais sur le... De toute façon, c'est vrai que sur la question des femmes nigérianes, c'était une question aussi que je voulais vous poser par rapport notamment effectivement à leur destin en Italie et sur la question de la régularisation parce que c'est toujours l'autonomie. Voilà, c'est ça. Voilà. Bon, donc en fait... il y a du côté de ces femmes, qu'elles soient justement prises dans ces circuits de la traite ou pas, il y a un besoin, une volonté d'autonomie qu'on retrouve d'ailleurs dans toutes les trajectoires migratoires. Faut peut-être rappeler, même si on commence à le savoir, mais il faut peut-être rappeler que les personnes qui partent sont jamais les plus pauvres, les plus démunies. On est là face à des personnes qui ont des stratégies, qui ont des ressources, qui mettent en place des stratégies avant de partir et qui quelque part recherchent simplement aussi une meilleure situation, puisque toutes ne sont pas d'ailleurs dans des situations qui les amènent à demander l'asile. On a ce qu'on appelle parfois des flux mixtes, c'est-à-dire des personnes qui peuvent être à la fois dans le cadre de migration forcée ou pas. Et peut-être l'autre point sur lequel je voulais vraiment attirer l'attention, et un des drames aussi qu'on observe dans ces situations-là, c'est que, on a parlé des violences en Libye, on a parlé des violences que les femmes subissent en route, finalement du fait que la plupart d'entre elles, une fois qu'elles arrivent en Europe, ont été violées, ont été torturées, emprisonnées, notamment en Libye, mais aussi dans les passages de frontières, etc.
et que malheureusement, on n'a pas de... Alors, je ne sais pas, c'est peut-être ça sort du domaine du HCR peut-être, mais aujourd'hui, ces femmes sont... On peut arriver en Europe et avoir subi les pires violences, mais si ces violences ont été subies en route, on n'a pas, en fait, on ne peut pas être protégé en fait juridiquement. C'est-à-dire que on n'est pas forcément en mesure d'obtenir une protection juridique comme l'asile. Et de fait, bon, la Convention de Genève a été pensée dans un contexte où on se focalisait sur les persécutions subies au pays d'origine, mais aujourd'hui, ces femmes qui arrivent, qui souvent sont d'ailleurs enceintes ou qui ont subi les pires persécutions dans les pays de transit, rien n'est prévu pour leur prise en charge et notamment pour leur prise en charge juridique. Et ça, c'est assez terrible. Alors même que, par exemple, quand on parlait des jeunes femmes érythréennes, la plupart qui quittent l'Érythrée et la situation terrible de l'Érythrée sont assez conscientes de ce qui les attend sur le chemin, ou du moins en partie, ouais. et acceptent en fait ces souffrances à venir. On ne peut pas vraiment savoir dans quelle mesure, quand on entreprend des trajectoires aussi dures et aussi périlleuses, on est conscient ou pas de ce qui va se passer. C'est un peu compliqué et je crois que ça dépasse mon domaine ou notre domaine de compétences, au sens où il y a probablement une part de déni quand on part. Voilà. Mais on sait que quand même, les femmes, avant de partir, savent en partie ce à quoi elles vont se confronter. Parce qu'aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux, il y a certaines informations qui circulent. Et donc, il y a par exemple, ce que je rapporte dans le livre, c'est qu'une partie des femmes érythréennes que j'ai pu rencontrer se sont fait implanter des contraceptifs avant de partir. Et donc, effectivement, il y a cette stratégie, si on peut appeler ça comme ça, mais bon, c'est une stratégie vraiment des plus démunis, quoi, pour éviter de tomber enceinte en route, en sachant que malheureusement, on risque très fortement d'être violée à un moment ou à un autre de la trajectoire. Ouais. Monsieur Brahim, vous vouliez prendre la parole. Oui. Alors moi, je voulais revenir sur cette notion justement d'autonomie et d'émancipation. On en avait parlé d'ailleurs toutes les deux quand on avait fait un entretien sur votre livre qui est formidable. D'ailleurs, je recommande sa lecture à toutes et tous ce soir. En fait, moi j'ai vu, en tout cas parmi les femmes à qui j'ai parlé à bord de l'Ocean Viking, des profils extrêmement différents, des raisons de départ très différentes aussi. C'est ce qu'on se disait, il n'y a pas vraiment de femmes migrantes. En fait, on ne peut pas essentialiser ce concept, cette idée de... Il y a des femmes en migration qui partent parce qu'elles ont leurs raisons. Moi, j'ai vu, par exemple, une mineure qui avait, je crois, 16 ou 17 ans, Fatima, qui est partie pour fuir un mariage forcé. J'ai vu une femme avec ses 7 fils partie parce que son mari a été tué dans un conflit et qu'elle ne pouvait pas rester dans son pays d'origine. J'ai vu aussi des femmes qui, effectivement, avaient un projet de vie, un projet professionnel, qui du coup partent pour des raisons, on peut le dire, plutôt économiques, d'ordre économique, hein, pas pour fuir un danger ou autre, mais parce qu'elles ont envie de travailler et qu'elles estiment que leur projet n'est peut-être pas viable dans leur pays, ou en tout cas qu'elles ont envie de l'entreprendre en Europe. Et donc, je pense notamment à une femme qui m'avait dit qu'elle était couturière dans son pays et qu'elle rêvait d'ouvrir une boutique à Paris. Et elle m'a même mentionné Barbès, le 18e. Enfin, elle s'était renseignée, quoi. Il y a vraiment, je trouve, des récits qui viennent totalement casser les clichés qu'on peut avoir sur la femme de manière générale, qui est plutôt dans... l'immobilité, qui reste à la maison. C'est d'ailleurs ce que vous m'aviez très bien expliqué, qui reste à attendre finalement le conjoint qui, lui, par contre, est parti, est dans la mobilité et va essayer de trouver du travail pour ensuite envoyer de l'argent à ses proches au pays. Là, c'était quelque chose d'un ordre totalement différent, puisque c'est ces femmes-là qui avaient ces projets de vie, ces projets professionnels, et qui se sont dit, je vais le tenter. Je crois qu'après, certaines, comme vous le dites, savent à peu près à quoi s'attendre, même si on n'imagine jamais les horreurs qu'on peut vivre sur le trajet migratoire. D'autres, moi, m'ont dit qu'elles n'avaient aucune idée de ce qui pouvait les attendre, en revanche. Donc c'était la déconvenue totale, la surprise totale. Et je pense notamment à une femme qui s'appelle Lorraine, qu'on est allé voir avec
l'équipe d'Alerte Libre, donc notre émission quasi quotidienne, dans le sud de la France, qui donc a été secourue par l'Ocean Viking l'an dernier et qui s'est installée dans le sud de la France chez une proche et qui, elle, a décidé de raconter tout ce qu'elle a vécu dans notre émission, malgré la difficulté de le faire, parce que c'était très difficile pour elle de revenir là-dessus, de le raconter pratiquement face caméra. Face caméra. Elle avait simplement des lunettes de soleil pour lui garantir un petit peu d'anonymat, même si elle l'a pas réclamé. Elle l'a fait parce que elle voulait prévenir les autres aussi de ce qui pouvait les attendre sur le parcours migratoire et en Libye notamment, puisque elle, la majeure partie des traumatismes qu'elle a viennent de la Libye. Donc c'est vrai que c'est une question difficile. On ne sait pas vraiment si les personnes en migration s'attendent à vivre ce qu'elles vont vivre avant le départ. Mais en tout cas, oui, je trouvais que c'était intéressant parce que ça venait totalement casser les clichés qu'on pouvait avoir sur les femmes. Alors, vous travaillez par ailleurs sur le phénomène de Haraga et c'est sur toutes les migrations maghrébines, qui est une migration dont finalement, paradoxalement, on parle beaucoup moins aujourd'hui, mais c'est une migration ancienne qu'on connaît tous et toutes, mais qui aujourd'hui finalement est un peu passée au second plan parce qu'on parle plus effectivement des l'immigration afghane ou de l'Afrique subsaharienne. Quelle est la part des femmes dans cette émigration-là ? Est-ce qu'elle est importante et quelles sont les raisons justement de leur départ, quels sont leurs rêves ? Je ne vais pas pouvoir répondre précisément à cette question parce qu'il n'y a pas beaucoup de chiffres. Alors peut-être que vous en avez du côté du HCR. C'est très difficile à dire parce qu'il y a à la fois les personnes qui sont interceptées en mer par la marine algérienne. Il y a celles qui débarquent dans le sud de l'Espagne et dont on n'a pas forcément l'information puisqu'elles sont arrivées de manière autonome, qu'elles n'ont pas été secourues par Salvamento Marítimo, donc les marins sauveteurs espagnols, et que donc elles ont poursuivi leur chemin sans qu'on ait la connaissance de leur arrivée. Donc c'est difficile à dire. Ce que je peux dire en revanche, de ce que j'ai pu voir sur le terrain, de ce que j'ai pu récolter comme témoignage et de ce qui ressort aussi du travail de certaines chercheuses algériennes notamment, c'est que les femmes, notamment algériennes, sont de plus en plus nombreuses dans le phénomène de Haraga, donc les arrivées clandestines par la mer depuis le Maghreb vers l'Europe, notamment l'Algérie. Elles sont de plus en plus nombreuses depuis quelques années. C'est parce qu'il y a un contexte particulier en Algérie, particulièrement difficile. Il y a d'abord eu le Hirak, donc ce mouvement de contestation sociale qui a touché le pays et qui a été brutalement mis à l'arrêt, notamment à cause de la pandémie de Covid-19, mais aussi de la répression qui s'est enclenchée dans le pays. Faut savoir que les Algériens ont manifesté tous les vendredis, vraiment avec assiduité et rigueur, dans le pacifisme le plus total, pendant plus d'1 an, pour réclamer davantage de liberté, moins de corruption, enfin voilà. Mais il y a aussi la pandémie de Covid-19 qui a mis beaucoup de personnes au chômage, beaucoup de personnes qui effectivement ne trouvent plus de travail, ont perdu leur emploi et n'en trouvent plus pour pouvoir s'en sortir. Il y a une flambée des prix de certains produits de consommation, des produits de première nécessité, qui donc a mis toute une partie de la population en grande difficulté. On dit de plus en plus que la classe moyenne existe de moins en moins en Algérie. En fait, on se retrouve vraiment avec la classe aisée et puis les personnes les plus précaires. Tout ça fait que les femmes tentent de plus en plus la traversée. Là, tout récemment, d'un témoignage que j'ai pu avoir d'une personne qui a traversé donc début janvier cette année, il y avait sur un total de 14 personnes, 8 femmes, 5 enfants, donc un seul homme en fait, ce qui est quand même assez énorme. Elles sont aussi de plus en plus nombreuses dans les victimes qui sont retrouvées, pour celles qui sont retrouvées, parce qu'on sait que beaucoup de corps ne réapparaissent pas, dans les naufrages en Méditerranée. Donc il y a tout ça qui fait qu'elles sont de plus en plus nombreuses. Il y a aussi l'idée, d'après ce que m'a dit un passeur, qu'on leur fait croire qu'elles obtiendront facilement des papiers en Europe et qu'elles pourront ensuite aider leurs proches en Algérie. Je sais qu'une jeune femme âgée de 29 ans est partie avec son fils de 5 ans, donc ils étaient originaires de la périphérie d'Oran en Algérie.
pour aider en fait sa famille, sa mère notamment, qui était démunie. Donc elle s'est dit, je vais tenter de partir en Europe pour trouver du travail là-bas et leur envoyer un peu d'argent pour les aider à survivre. Moi, je parle de survie. Pour certains, c'est vraiment, ça relève de la survie. Et je pense que c'est important d'en parler parce qu'effectivement, on ne parle pas assez des femmes dans ce qui concerne les migrations. Elles ont souvent été très invisibilisées. Dans le phénomène de Harraga aussi, je pense que c'est vrai qu'initialement, quand le phénomène a commencé dans le début des années 2000, c'était, en tout cas, de plus en plus fort. C'était vraiment beaucoup d'hommes, quasiment une majorité d'hommes. Là, il y a de plus en plus de femmes. C'est dire aussi, je pense, le niveau de désarroi, de désespoir de la population algérienne à l'heure actuelle. Je peux peut-être apporter un complément sur la traversée et pourquoi ce sont les femmes qui paient le plus lourd tribut sur les morts dans les traversées lors des noyades. Malheureusement, ça s'explique assez facilement. Bien souvent, les embarcations sont des espèces de zodiacs. Alors, c'est faire injure à la marque que parlait de Zodiac. On parle d'espèces de boudins en plastique qui sont maintenus juste avec des planches clouées dans le fond, avec d'ailleurs des clous qui ressortent. Et généralement, comment sont organisés ces bateaux? On met les femmes au centre et les hommes sont sur le pourtour, sur les boudins. Or, il faut savoir que la place du centre, on a comme ça l'impression que ça va être la plus protégée, puisqu'elles sont les moins proches de l'eau. Et en fait, c'est la plus dangereuse, parce que à la fois quand l'embarcation vient à montrer des signes de faiblesse et qu'il y a des mouvements de panique, ceux qui vont être les premiers piétinés et étouffés, ce sont les femmes. Autre raison, au fond de ces bateaux, ces embarcations, il y a toujours un mélange d'eau mélangée avec le fioul qui se répand et qui provoque des vapeurs toxiques qui s'échappent et qui asphyxient et qui tuent également. Donc c'est une des raisons pourquoi dans les naufrages, et bien souvent, la mortalité est plus importante parmi les femmes. Et moi, j'aimerais bien qu'on se le dise, parce qu'il faut le dire, je crois, haut et fort, on s'aperçoit que sur ce parcours migratoire des femmes, il y a un petit côté double peine chaque fois pour les femmes. Elles ont toujours plus de raisons et plus de vulnérabilité et de mourir et d'exposer au pire des risques. Et au fin du fin, ce sont de véritables héroïnes, voir tout ce qu'elles subissent et ce à travers quoi elles passent. Et moi, j'ai très envie de raconter l'histoire de Constance, parce que je crois que c'est une des histoires qui m'a le plus marquée depuis que je travaille avec SOS Méditerranée. Cette femme, Constance, elle avait quitté son pays, et donc elle était passée par la Libye. Elle était donc enceinte, et c'est pendant la traversée dans son embarcation frêle au milieu d'une centaine d'hommes qu'elle a donné naissance. Et lorsque, c'était en 2017, et donc à ce moment-là, nous étions avec l'Aquarius, et que les marins sauveteurs sont arrivés sur la Seine et que sont venus porter assistance à l'embarcation. Et donc, c'est une femme qu'on a recueillie alors même qu'elle était encore reliée par le cordon ombilical à son enfant. Et c'est dans ces conditions qu'elle a été hissée à bord du navire. Donc, il faut se représenter entre l'embarcation et le navire. Il faut vraiment faire un effort conséquent pour atteindre le pont. Et c'est enfin, une fois sur le pont, qu'elle a pu être évidemment prise en charge et que enfin, elle a pu être, le cordon ombilical a pu être coupé. Cet enfant s'appelle Christ. Je crois que ça ne s'invente pas. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, parce qu'à ce moment, il y avait un photographe à bord qui a pu témoigner, immortaliser ces moments. Et Constance, une fois qu'elle a été débarquée en Italie, son histoire ne s'arrête pas là. Elle a continué son chemin avec son nouveau-né, et elle a traversé les Alpes à pied. Et ensuite, elle est arrivée en France. Et puis, à nouveau, elle a traversé les Pyrénées pour aller rejoindre son compagnon. Et ensuite, ils sont revenus en France. Et des parcours comme ceux-là, je trouve ça absolument admirable, et ce sont véritablement des héroïnes et une force que je me semble qu'il faut souligner. Oui, et je voulais ajouter quelque chose aussi, c'est que jusqu'à une période relativement récente, je dirais 2015-2016,
les femmes bénéficiaient au moins en Europe sur les différentes étapes, et notamment à Calais par exemple, de dispositifs d'accueil de nuit ou de jour qui étaient plus ou moins opérants, qui étaient plus ou moins logiques. Je me souviens qu'à une époque à Calais, on laissait les jeunes filles mineures de 17 ans dehors, mais les femmes majeures avec des enfants. Donc si vous aviez 15 ans, que vous veniez avec votre mère, vous pouviez avoir accès à un hébergement. Si vous aviez 17 ans, vous restiez dehors. Donc c'était un petit peu, il y avait des choses assez illogiques comme ça, mais disons que de manière générale, les femmes étaient à peu près prises en charge aux grandes étapes, au moins temporairement. J'ai souvenir, là aussi je parle de 2015-2016, de bénévoles qui avaient appelé en disant il y a une femme enceinte à Stalingrad et il y avait une prise en charge pour un hôtel. Bon, voilà, assez rapidement, ça semblait encore quelque chose de complètement ahurissant qu'on puisse laisser seule une femme enceinte dans Paris. Aujourd'hui, je crois qu'on est très très loin de ce type de secours. Et à Calais notamment, il n'y a plus aucun dispositif de sécurité, enfin d'hébergement, puisque c'est des démantèlements qui sont perpétuels, qui ont lieu plusieurs fois par semaine, où on éventre les tentes, où les bénévoles n'ont plus la possibilité même de fournir des tentes ou des sacs de couchage tant les destructions sont importantes, et où les hommes, les femmes, les enfants sont contraints à dormir dehors en tout petits groupes. Donc, quand on disait les violences continuent aussi en Europe, effectivement, on crée des conditions. Il est évident que si vous êtes à Calais, dans un petit groupe, dans un fourré, etc., il peut se passer absolument n'importe quoi. Personne ne sera là pour vous protéger. Il n'y aura pas de bénévoles à votre suite. Et les contacts entre les bénévoles et les populations qui attendent de passer sont de plus en plus fugitifs, sont de plus en plus difficiles, et ce qui explique aussi par ailleurs pourquoi les gens sont prêts à traverser dans n'importe quelles conditions à Calais, exactement comme en Méditerranée, avec des risques de plus en plus élevés et désormais des morts par dizaines. Voilà. Peut-être est-il temps de donner un peu la place aux questions, s'il y en a. J'espère qu'il y en a. Je ne sais pas s'il y a des micros. C'est celui-ci. C'est pour suivre un peu le sujet que vous venez juste d'aborder sur les naissances, sur l'Aquarius, sur le Schwein Viking ou en mer. Quelle nationalité est en général attribuée à l'enfant qui naît? Et est-ce que ça peut potentiellement aider sur une future demande d'asile dans les pays dans lesquels ils vont ensuite? Alors, il y a eu effectivement 6 naissances à bord de l'Aquarius et il n'en a eu aucune à bord de l'Ocean Viking. On prend particulièrement attention, et encore plus maintenant, pour identifier les grossesses très avancées et éventuellement demander des assistances pour pouvoir permettre à ces femmes d'être débarquées au plus vite pour les suites et pour la naissance. Et pour répondre à votre question, c'est en fait assez compliqué parce qu'il y a bien un certificat de naissance qui est fait à bord, signé par le capitaine du navire. Alors actuellement, et c'est d'abord en fait la nationalité des parents qui va jouer, et il est à ma connaissance, mais il faudrait que des juristes se penchent un peu plus sur la question. Peut-être que Camille a des éléments là-dessus, mais jusqu'alors, c'était la nationalité des parents que prend l'enfant. Et non pas celle du pavillon, et en l'occurrence qui serait norvégienne. Oui, il faut venir parler à la tribune. Oui, pardon, excusez-moi. Oui, bonjour, voilà, ma question concerne les femmes afghanes. Bon, j'aide un Afghan, mais j'aimerais bien que les femmes afghanes qui sont dans des contraintes très fortes en termes d'éducation, avec le pouvoir en place des talibans, comment on pourrait, parce qu'il faudrait qu'elles puissent migrer plus facilement, je pense, parce que les pauvres, elles ont très peu droit à l'éducation, et c'est un vrai problème. Donc voilà, je ne sais pas comment prendre ça sous quelle angle, mais pour aider cette fois ces femmes afghanes à pouvoir s'émanciper à travers la migration, qui, à mon avis, c'est les dernières qui vont pouvoir partir pour des problèmes financiers, pour des problèmes locaux, voilà. Et donc voilà, c'est une question. Moi, je peux répondre d'un point de vue du HCR, qui
travaillent pas sur des évacuations en fait de personnes de leur propre pays. Mais effectivement, comme je vous le disais, on travaille pour essayer de pousser qu'il y ait plus de voies légales pour des réfugiés et qui sont notamment dans des situations vulnérables, dont des femmes. Et ces voies légales peuvent être aussi justement des bourses d'études pour aller étudier en lien avec les autorités dans un pays et des universités. Et donc ça, c'est pas que pour les femmes afghanes, mais je vous le dis parce que pour vous expliquer un peu ce qu'on fait, on est en train de développer un programme de couloir universitaire en France pour permettre à des étudiants réfugiés de continuer leurs études en France. Et donc, on a développé un projet pilote, entre guillemets, avec l'université de Clermont-Ferrand, qui a accueilli dernièrement 2 réfugiés centrafricains, donc une femme et un homme, qui étaient réfugiés au Niger et au Cameroun, pour qu'ils puissent continuer leurs études et faire des masters en communication et en marketing. Et donc, on est en train de travailler sur ce projet pour le développer pour les réfugiés. Oui, c'est pour vous donner un premier exemple. C'est pas que forcément au niveau master, mais c'est pour vous donner l'exemple de ce qu'on fait. Et donc, on essaie de mobiliser des universités, différents acteurs, mais pas que des universités. Ça peut être des écoles privées aussi. Mais après, un point, je pense, sur lequel il faut travailler aussi, c'est les réunifications familiales. Et ça aussi, les procédures, en fait, elles peuvent être très longues et lourdes pour la réunification familiale. Et ça concerne aussi, justement, beaucoup de réfugiés afghans, que ce soit en France ou dans d'autres pays. Et ça fait d'ailleurs partie aussi de nos recommandations aux présidences du Conseil de l'Union européenne de cette année. Qui, d'ailleurs, la réunification familiale, c'est pas une voie légale, en fait. C'est un droit humain fondamental. En fait, l'unité de la famille fait partie des droits humains les plus élémentaires. Et donc, on recommande justement qu'il puisse y avoir des procédures en fait plus faciles, plus rapides pour permettre cette unité de la famille. Alors, c'est pas forcément évident. Voilà, mais c'est des choses sur lesquelles on travaille. On essaie de voir comment on peut apporter notre expertise pour développer ça. Donc là, voilà, je vous parle d'un point de vue de notre expertise, qui est celui des réfugiés. Voilà, pas forcément des évacuations de personnes qui sont dans leur pays. C'est des sujets sur lesquels on ne travaille pas. Peut-être que, peut-être pour les... ça marche ? Oui. Peut-être pour les Nations Unies, moi, ce que je recommanderais, ça serait peut-être une évolution des Nations Unies pour qu'il y ait des interventions avec les casques bleus, peut-être, et le Conseil de sécurité, plus de droit de veto. Alors, il faudrait que la France donne l'exemple et le prochain président, abandonne ce droit de veto. Je suis sûr que les Anglais pourraient suivre et pourquoi pas les Américains. Non, mais il faut y aller. Hein. Et peut-être, si je peux commenter par rapport à ça... alors d'ailleurs, je ne représente pas les Nations Unies, hein, de façon générale. Le HCR est une des agences créées par l'Assemblée Générale des Nations Unies. Mais on a des liens forcément avec les autres agences et on intervient très régulièrement. Notre haut-commissaire intervient très régulièrement au Conseil de sécurité. Et à de nombreuses reprises, déjà, effectivement, il a interpellé les membres en leur disant « Mais sommes-nous devenus incapables, en fait, de consolider la paix, ne serait-ce que l'accès humanitaire, en fait, demande des débats. L'accès humanitaire, en fait, pour avoir un accès et apporter de l'aide humanitaire, alors trouver des solutions. Donc effectivement, ça fait partie des préoccupations qu'on connaît, où on essaie là aussi d'apporter notre contribution. Mais encore une fois... ça dépend pas que de nous et c'est pas forcément facile, mais oui, il faut qu'il y ait des avancées par rapport à ça. Moi, j'ajouterais peut-être un mot pour rebondir sur ce que vous disiez concernant les réunifications familiales. Pour les Afghans, c'est une vraie problématique à l'heure actuelle parce que effectivement, c'est très long. Il y a énormément de demandes qui sont en attente, malgré la situation qu'on connaît en Afghanistan, malgré la chute de Kaboul mi-août dernier. Donc ce sont quand même des personnes, femmes ou hommes,
qui ont obtenu le statut de réfugié ou la protection subsidiaire ici en France, en l'occurrence, puisqu'on va parler de la France, qui ont formulé une demande de réunification familiale pour faire venir leurs proches restés en Afghanistan, leurs plus proches, et qui attendent toujours, et qui du coup vivent au quotidien dans l'angoisse que leurs proches puissent perdre la vie en Afghanistan. Moi, j'ai le souvenir d'un monsieur que j'avais rencontré à un rassemblement en soutien aux femmes afghanes à Paris en septembre, je crois, donc qui faisait suite à la chute de Kaboul, qui me disait moi, j'ai ma femme et mes filles qui sont restées en Afghanistan. Moi, j'étais partie seule. Là, les talibans ont pris le pouvoir. J'ai fait une demande de réunification familiale. Il y a, je crois, ça datait déjà de plus d'1 an. J'attends toujours une réponse, toujours rien. Si ça continue comme ça, je vais partir les chercher moi-même. Parce que j'appelle tous les jours. Il était aussi passé par la cellule de crise mise en place par le ministère des Affaires étrangères, justement pour rapatrier les personnes restées coincées en Afghanistan et qui pouvaient être en danger. Il était aussi passé par là, aucune réponse. Donc il m'a dit, je vais finir par aller les chercher moi-même. J'ai aussi eu le récit de bénévoles de la CIMAD qui accompagnent des réfugiés afghans basés en région parisienne, à Massy, du côté de Massy-Palaiseau, qui m'ont dit qu'un monsieur avait fini par partir effectivement pour chercher ses proches parce qu'il attendait toujours une réponse pour la demande des réunifications familiales et parce que la cellule de crise, sa demande auprès de la cellule de crise mise en place par le ministère des Affaires étrangères n'avait toujours pas abouti et que sa famille était en danger en Afghanistan. Donc il y a une vraie problématique à ce niveau-là. Je sais pas ce qu'on attend, très franchement. C'était déjà le cas quand il y avait la question qui était presque résiduelle par rapport à celle qu'elle est aujourd'hui, des interprètes afghans. Où moi, j'avais souvenir d'une famille avec laquelle j'avais parlé où donc le père, la mère et les enfants étaient venus, sauf le plus grand parce qu'il était majeur. Et donc, on avait laissé un jeune de 20 ans tout seul se débrouiller alors qu'il était évidemment... il présentait les mêmes risques que les autres membres de la famille puisque c'était une famille d'un interprète de l'armée française donc qui était directement visé notamment par les talibans. Vous m'entendez? Oui. J'avais une question quant à la place du plaidoyer réalisé par SOS Méditerranée, parce qu'on voit énormément de travail opérationnel. Mais du coup, sur le plan du plaidoyer, qu'est-ce qui est fait? Est-ce que les instances gouvernementales, elles vous consultent pour mettre en place des dispositifs ou pas du tout? Voilà. Alors, le plaidoyer a aussi sa place chez SOS Méditerranée. Je rappelle peut-être donc nos 3 missions. Sauver, on en a parlé, le sauvetage. Protéger ces personnes rescapées quand elles sont à bord de notre navire et pour les amener jusqu'à un lieu sûr, on en a déjà parlé. Et enfin, témoigner. Il est vrai que notre communication passe d'abord par... est très factuelle, c'est-à-dire qu'on se base sur les témoignages que nous recueillons à bord et pour sensibiliser le plus grand nombre et notamment les citoyens. Nous avons également une action de plaidoyer auprès des autorités pour donc nos fameuses demandes qu'on rappelait un petit peu tout à l'heure, à la fois qu'il y ait plus de navires sur la zone pour aller secourir, parce qu'on ne l'a pas dit, mais c'est de la responsabilité des États que de mettre en place des moyens pour secourir, de cesser ce qui existe aujourd'hui, cette coordination par les Libyens sur cette zone qui entraîne beaucoup plus de noyades et de disparitions, de faciliter le débarquement pour les personnes secourues par les bateaux d'ONG, ça fait... et puis de stopper la criminalisation dont nos navires civils font l'objet. On en a parlé en introduction. Aujourd'hui, le navire est retenu pour des raisons administratives. Ce n'est pas la première fois, on l'a déjà vécu. Avec notre navire précédent, l'Aquarius, à 2 reprises, on a perdu notre pavillon sur des pressions politiques. Donc et puis, il y a aussi cet environnement
politique et ambiant de laisser entendre que les ONG auraient un rôle à jouer et seraient peut-être même responsables de ce fameux appel d'air, de la venue de ces personnes en Europe. Et là, il y a vraiment quelque chose à faire, et ça fait partie de notre plaidoyer pour mettre fin à ce type de tout ce que l'on peut entendre. Et puis voilà, donc voilà un petit peu le plaidoyer que nous menons. À la question, est-ce que les autorités nous consultent pour prendre des décisions? Certainement pas, bien évidemment. Ça n'empêche pas que nous, on cherche en effet à aller vers elles, et on a quand même des relations, on échange. Alors, non pas avec le ministère des Affaires étrangères, mais plus particulièrement avec le ministère de l'Intérieur, parce qu'il ne vous aura pas échappé que ces affaires de migration relevaient avant tout des ministères de l'Intérieur. Nous sommes en lien aussi avec le secrétariat général à la mer. Donc nous, on est très transparent, on explique ce que l'on fait. Et effectivement, on échange avec eux. Mais vous dire que ça fait bouger les lignes et avancer les choses, c'est un peu compliqué. Mais on ne manque pas, en tout cas, de faire part de nos revendications, de nos demandes, et de les tenir informés au plus près sur ce qui se passe en Méditerranée, ce que nous pouvons constater sur place. Je crois que d'une manière générale, il faut vraiment rappeler que les attitudes gouvernementales françaises et européennes en général se sont extrêmement durcies ces dernières années, et que d'année en année, les choses se détériorent, y compris pour le renouvellement des papiers, y compris pour des situations qui, par exemple, pour les mineurs non accompagnés qui deviennent adultes, il est de plus en plus fréquent y compris chez des jeunes qui sont arrivés, reconnus mineurs, qui étudient ou qui ont un travail, de ne plus se voir renouveler les papiers, de se retrouver avec ce qu'on appelle les OQTF, des obligations de quitter le territoire français. Et c'est des choses qui sont beaucoup plus fréquentes. Aussi, on parlait des études tout à l'heure, notamment des accompagnements d'études, tout ce qui était contrat jeune majeur, qui était encore pratiqué il y a 8-10 ans. Aujourd'hui, pratiquement plus aucun département n'en donne. Et il devient de plus en plus difficile, effectivement, de faire sa place dans ce pays quand on vient de situations comme ça, enfin qu'on est arrivé illégalement sur le territoire français, comme on dit, c'est-à-dire d'arriver à un moment à légaliser sa situation et à pouvoir se faire une place, quelle qu'elle soit, dans ce pays, quoi. C'est vrai que c'est quelque chose qui nécessite aussi un engagement des citoyens et des citoyennes, encore une fois, je le répète, renouvelé, parce qu'en face, les résistances sont très dures. Et quand je parle de résistance, je ne parle pas simplement du gouvernement en place, qui n'est pas toujours très ouvert, mais de ce qui le déborde à droite très largement aujourd'hui, et qui influe aussi sur ses actions, et qui influe aussi sur ses peurs et sur ses réactions qui ne sont pas forcément les plus saines face à des situations très complexes comme celles qu'on a pu voir notamment en Afghanistan. Je pense que si on avait eu de la part des opinions publiques, de la part des médias en général, de la part des politiques, des attitudes un peu plus courageuses, la réaction du gouvernement français notamment aurait été plus ouverte. Malheureusement, on écoute ce qui se passe plus à droite, pour dire les choses poliment. Oui, alors sur la responsabilité spécifiquement du gouvernement français, nous, c'est de le rappeler sa responsabilité, y compris sur ce qui se passe en Méditerranée, parce que effectivement, ces personnes, elles arrivent en Italie, et donc ce n'est pas que la responsabilité de l'Italie de gérer tout cela, donc c'est d'en appeler à cette solidarité qui nous fait bien défaut en Europe, et donc la France, ça doit prendre part à cette solidarité avec les autres États pour trouver des solutions communes, pour que ce ne soit pas seulement effectivement l'Italie ou la Grèce qui ait à faire face à l'arrivée de personnes sur leur territoire, et des moyens à mettre en place évidemment pour secourir. Oui, parce qu'il y a aussi ce qu'on appelle un peu parler des règlements de Dublin, c'est-à-dire cette politique qu'on appelle vulgairement de la patate chaude, qui consiste à refiler aux voisins la responsabilité des personnes qui arrivent, donc évidemment aux pays d'accueil qui sont toujours les mêmes, qui sont l'Espagne, la Grèce, l'Italie en majorité, et donc de dire finalement vous êtes arrivé en Italie, vous retournez en Italie, et inversement effectivement l'Italie cherche effectivement à faire partir les personnes qui sont sur son territoire à l'extérieur.
Tout récemment, on parlait de regroupement familial, un jeune homme que je connais, érythréen, installé en France depuis quelques années, a retrouvé sa maman en Italie. Il me dit les policiers étaient très gentils, ils ont tout de suite fait le dossier pour qu'elle puisse venir en France. J'avais envie de lui dire oui, de ce côté-là, il n'y aura jamais aucun problème. Ce qui va être compliqué, c'est effectivement que le dossier soit accepté en France. Mais évidemment que les autorités italiennes sont très gentilles quand on leur dit super, la dame qui est ici, elle va partir ailleurs. Voilà, puisque évidemment l'idée c'est de confier et que les relations aussi, parce qu'on parle beaucoup d'Europe, mais les relations dans l'Europe sont des relations souvent aussi de ministère à ministère, c'est-à-dire des relations qui se passent entre ministre de l'Intérieur à ministre de l'Intérieur. Donc ils ne sont pas véritablement des décisions européennes au sens du pouvoir exécutif européen, mais véritablement des tractations entre des personnes nommées qui ne sont même pas des personnes élues aussi. Enfin bon. Oui, bonjour, je voulais poser une petite question par rapport au Royaume-Uni. Est-ce qu'en quittant l'Union européenne, ils quittent aussi l'accord de Dublin II? Parce qu'à Calais, on entend beaucoup cette raison aussi, cette volonté d'aller au Royaume-Uni, parce qu'ils ne vont pas être dublinés en fait en arrivant là-bas. Donc je voulais avoir plus de précision par rapport à ça. Bah oui. La réponse est oui. Oui, ça fait partie des raisons, oui. Mais c'est... Enfin, encore une fois, je l'ai déjà dit, mais en fait, quand on choisit de faire des milliers de kilomètres et de se lancer dans des trajectoires aussi périlleuses, c'est qu'on ne va pas s'arrêter. On va pas s'arrêter à la Manche, on ne va pas s'arrêter aux Alpes, on l'a dit, on va pas... Voilà. Donc, oui, il y a la question de Dublin, certainement, mais parmi d'autres, quoi. C'est simplement aller vers une vie, une meilleure vie et une vie plus facile, quoi. Bon, voilà, je peux que partager ce qui a été dit sur le harcèlement policier aux frontières aujourd'hui, hein, donc que ce soit à la frontière franco-italienne ou à la frontière franco-britannique. Donc c'est évident qu'on est là dans une logique aussi simplement de fuite et de recherche d'une vie meilleure, quoi, plus calme. Avec des morts à chaque frontière. Voire de survie. Avec des morts à chaque frontière aussi, parce que c'est... Mais aujourd'hui, là, comme le Royaume-Uni est en transition, en tout cas, ils pratiquent plus du tout Dublin 2. C'est-à-dire qu'ils dublinent vraiment pas les personnes quand ils arrivent. Jamais, d'accord, ok. Enfin, je crois, je me trompe pas, j'espère, mais je crois pas. Non, c'est pas dans Dublin, en fait, la Grande-Bretagne. Jamais. Mais en revanche, la frontière s'est beaucoup plus fermée encore qu'avant. C'est-à-dire et puis avec des démarches extrêmement hostiles de l'Angleterre par rapport à la France, disant si c'est comme ça, si vous ne faites pas votre travail de bloquer la frontière, puisque vous savez que la frontière anglaise, enfin Monsieur Sarkozy, tout grand patriote qu'il était, avait quand même trouvé le moyen d'exporter la frontière britannique sur le territoire français, hein, puisque le port de Calais est territoire britannique. Mais donc effectivement, la France, la police française et la gendarmerie française se retrouvent à faire le travail de douanier des Anglais sur le territoire français. Enfin, c'est un peu étrange. Donc évidemment, comme ce travail-là est parfois un peu démonstratif, mais pas forcément très efficace, puisqu'on est quand même d'un autre côté assez content que ces bateaux s'en aillent, puisque effectivement, ça fait moins de gens sur le territoire français. À un moment donné, la police britannique a dit, puisque c'est comme ça, nous, si vous continuez, on vous les ramènera. Donc on peut se retrouver aussi avec des échanges de personnes, c'est-à-dire des personnes qui ont risqué leur vie et qui vont revenir sur le territoire français pour repartir ensuite parce qu'on n'aura rien à leur proposer. Et voilà, et donc créer encore une situation encore plus complexe. Il faut voir que Calais aujourd'hui est devenu un territoire pratiquement à part. Enfin, c'est une zone... je pense qu'il y a une forme d'apartheid quasiment qui s'est créée dans cette ville, dans la mesure où ça, j'aimerais avoir le témoignage d'une personne noire, française, avec des papiers français, ou en tout cas avec un titre de séjour français, se promenant pour voir combien de fois elle se fait contrôler dans la journée. Parce que les personnes qui sont en situation de passage, alors qui évidemment dans leurs vêtements, etc., sont repérables parce que fatigués, parce que dormant dehors. Donc effectivement, on repère évidemment immédiatement des gens qui sont en train puis ils ont l'air un peu, effectivement, toujours un peu de chercher leur chemin, etc. Mais les contrôles sont de l'ordre je sais pas, c'est plusieurs fois par heure, c'est infernal. Enfin, c'est
incroyablement plus dur que ce que c'était il y a 5 ou 6 ans, où c'était déjà l'horreur. Voilà, c'est la dernière fois que j'y suis allé. Et les bénévoles qui sont là sont très jeunes, souvent complètement débordés, sidérés, et pour certains même traumatisés, parce qu'effectivement ils sont face à des violences continues contre lesquelles ils ne peuvent absolument à peu près rien en fait, si ce n'est témoigner, voilà. Oui, et des bénévoles qui... Il y avait eu un très bon papier dans La Croix, je crois, qui sont quasiment en situation de burn-out, en fait, parce que ce qu'ils vivent est insupportable, parce qu'ils voient ce que vivent aussi les exilés qui est insupportable. Et les bénévoles sont de plus en plus nombreux aussi à dénoncer un harcèlement policier à leur encontre aussi. C'est-à-dire c'est aussi les bénévoles qui sont harcelés, qui sont contrôlés plusieurs fois par jour. Moi, ils m'ont tous dit que la police connaissait leur plaque d'immatriculation. Donc voilà, c'est très compliqué. Il y a aussi toutes ces interdictions de distribution alimentaire au centre-ville de Calais qui leur rendent la vie compliquée alors qu'ils ne font que donner à manger à des personnes démunies finalement. Donc c'est vrai que ça paraît complètement inconcevable et insensé. Donc oui, effectivement, c'est devenu un microcosme Calais où se passent plein de choses totalement folles et qui poussent aussi, je pense, certains au départ dans la Manche, parce que je pense qu'il faut le vivre. Moi, il y a des exilés qui m'ont raconté que la police avait déjà cassé leur téléphone sous leurs yeux, que la police avait déjà uriné sur leur tente. Enfin, en plus du fait qu'on lacère leur tente, qu'on leur confisque leurs effets personnels à chaque évacuation qui ont lieu en fait toutes les 48 heures, ce qui est quand même un rythme assez intense et important. Bonjour, j'avais plusieurs questions. Attendez, parlez bien en face du micro parce que sinon on ne va pas vous entendre. Pardon. J'avais plusieurs questions. J'avais une question sur toute la prise. Enfin, on parle beaucoup de prendre soin en fait sur le bateau, et je me demandais comment étaient vécues les situations d'attente sur le bateau dans cette entre-deux, entre la première partie qui est extrêmement violente, la deuxième partie où c'est encore un long voyage très dur qui les attend. Quand il y a ces situations de blocage sur le port, qu'il y a des journées qui s'écoulent, etc. Comment ça se déroule, et comment sur le soin thérapeutique, il y a cette prise en charge médicale et ces premiers pas de libération de la parole. Qu'est-ce qui est mis en place aussi autour de ça, et comment s'organise aussi cette passation entre ce répit et le fait qu'il va y avoir après une deuxième partie aussi le parcours n'est pas terminé. Je me demandais comment tout ce processus se déroulait un peu. Je peux commencer et puis Nejma, tu pourras témoigner également. Alors, effectivement, il faut bien se rendre compte que ces personnes, quand on les accueille, elles sont en situation post-traumatique avec tout ce qu'elles ont vécu. Il y a donc ces problématiques, il y a toutes les blessures qu'elles véhiculent, des sévices qu'elles ont pu subir en Libye. On a parlé des sévices sexuels, mais ça peut être aussi des blessures par balle ou des fractures non soignées. Donc il y a toute la partie physique et donc les premiers soins à bord sont apportés là-dessus. Et puis il y a tout ce traumatisme et psychologique qui s'ajoute et auquel il est effectivement plus difficile de répondre. Même si, et j'aime bien cette expression, souvent on parle du passage sur le bateau comme une parenthèse d'humanité, parce que c'est effectivement une première fois certainement depuis longtemps où on les traite comme des humains, comme des personnes, et elles en étaient venues malheureusement à oublier qu'elles étaient presque qu'elles sont des êtres humains. Et donc oui, c'est dans cette parenthèse d'humanité qui normalement doit être assez courte, c'est 2 jours, mais effectivement allongée ces derniers mois lorsqu'on est dans une phase d'attente. Et là, il y a un processus
en effet d'écoute de la part du personnel médical, mais de l'ensemble du personnel à bord, que ce soit les marins sauveteurs qui continuent évidemment à être présents, puisqu'ils vont participer à toute la vie à bord pour distribuer la nourriture, organiser les soins. Et donc, il y a une présence et il y a une écoute. Les journalistes qui montent à bord sont aussi là pour recueillir des témoignages, mais écouter. Et je pense que ce travail d'écoute est essentiel. Alors, par rapport à l'attente en elle-même, et c'est tout à fait ce que nous dénonçons, c'est qu'ajouter à tout ce qu'ils ont déjà vécu, c'est une souffrance supplémentaire qui est quasiment indicible et qui amène à des extrémités. Au bout de plusieurs jours, lorsqu'ils ne savent toujours pas ce qu'ils vont devenir, il y a toujours cette crainte qu'on va les ramener en Libye. On a beau le dire, non, vous ne repartirez pas en Libye. Oui, mais alors pourquoi on ne débarque pas? Pourquoi cette terre que l'on voit, parce que bien souvent on n'est pas si loin que ça de la Sicile, donc on peut apercevoir l'Europe, et non, on n'y va pas. Et donc dans les situations extrêmes que je voudrais décrire, c'est que certains parfois deviennent fous et passent par-dessus bord et sont prêts à sauter, et on a eu le cas parfois où ils passent par-dessus bord parce qu'ils n'en peuvent plus, ils sont au bout du rouleau. Donc ça aussi, ça amène encore plus de stress à bord, et c'est très compliqué à gérer. Imaginez-vous, on est sur un navire qui fait 69 mètres et 15 de large. En tout et pour tout, entre l'équipage, les marins sauveteurs et le personnel, les personnes qui sont là pour la communication, on est ils sont une trentaine pour plusieurs centaines de rescapés, bien souvent. Donc, c'est pas tenable. Un bateau, faut pas l'oublier, il ne devrait être qu'une solution que très transitoire. C'est pas un lieu pour faire attendre et non. Un sauvetage, ça devrait être immédiat, très, très temporaire. On prend des risques énormes en termes de sécurité, faut le savoir. Nejma, tu veux peut-être certainement compléter par ce que tu as vécu? Oui, ce que tu as dit était très complet, donc je ne vais pas être longue, mais c'est vrai que cette notion d'attente est extrêmement difficile pour les personnes qui ont été secourues. Effectivement, parce que finalement, elles sont plongées dans le doute, dans l'incertitude. Elles ne savent pas si elles vont effectivement être rapatriées en Europe ou si elles vont être renvoyées en Libye. C'est vraiment la crainte première à chaque fois. Donc les équipes préparent un discours en plusieurs langues, il faut le dire, ça aussi c'est important. Donc en français, en anglais, en arabe la plupart du temps, pour vraiment rassurer les personnes, leur expliquer que c'est vraiment une question de temps, qu'il faut être patient, même si tout ce qu'elles ont vécu auparavant a suffisamment été difficile, mais qu'elles ne seront pas renvoyées en Libye. Ça, c'est la première des choses. Après, il y a plein de choses qui se mettent en place pour essayer de leur occuper l'esprit, pour essayer de les faire patienter. Je pense notamment à de la lecture. Il y a des livres parfois qui sont distribués, notamment aux enfants, des feuilles pour pouvoir dessiner ou écrire. J'ai le souvenir d'un jeune ivoirien, un mineur qui s'appelle Moussoni, à qui on a remis un cahier, qui rêvait d'écrire son histoire et qui donc a commencé à écrire toute une partie de son histoire à bord de l'Ocean Viking dans ce moment d'attente, et ça lui a fait beaucoup de bien. Il rêve d'être écrivain, donc ça lui a fait écrivain ou journaliste, il hésite encore, mais ça lui a fait énormément de bien de pouvoir mettre ça par écrit, et c'est resté à bord de l'Ocean Viking. Donc toutes les personnes qui sont ensuite montées à bord pouvaient aussi le lire. Ça laisse une trace de son passage à bord. Il y a des jeux qui sont proposés. Évidemment, la distribution des repas, et c'est toute une logistique. Il faut imaginer ce que c'est que de distribuer des repas pour plusieurs centaines de personnes. Évidemment, c'est du premier secours, donc c'est des repas assez basiques, simples, mais les équipes ont à cœur parfois aussi de préparer du riz pour qu'il y ait quelque chose de chaud qui les réchauffe. Moi, j'y étais en hiver, c'est peut-être pas le cas en été. Voilà, mais c'est vrai que c'est extrêmement difficile pour les personnes. Et alors moi, je l'ai pas vécu parce que en moyenne, à chaque sauvetage, on a attendu, je crois, 3-4 jours, ce qui est déjà énorme, ce qui est déjà anormal.
c'est certain. Mais mon confrère de l'AFP, Shahzad Abdoul, sur la rotation qui précédait, donc je crois que c'était l'été 2020, si je ne me trompe pas, lui a vécu une situation de crise catastrophique, je crois 10 ou 11 jours d'attente à bord. 11 jours, le maximum qu'on ait eu à 11 jours effectivement à faire des ronds dans l'eau. Et c'était horrible, il y a des personnes qui ont sauté par-dessus bord, lui-même en garde un souvenir, il m'en avait parlé, très très difficile. Et en plus c'était en plein été, il faut aussi prendre en compte les conditions météo qui jouent énormément. Là c'était en plein été, donc les gens avaient chaud, mais en plein hiver c'est aussi la houle, les vagues, l'eau qui s'infiltre sur le bateau, sur le pont, alors que c'est aussi là que les personnes dorment quand il y a beaucoup de monde. Donc il faut vraiment imaginer toutes ces conditions-là. Et le mal de mer. Et le mal de mer, les personnes qui, effectivement, sont malades. Heureusement, il y a des médicaments qui sont quand même proposés. Mais voilà, il faut prendre en compte tout ce contexte-là qui fait que c'est extrêmement difficile pour les personnes, cette attente, et une attente qui est tout à fait anormale. Bonsoir, merci pour vos interventions. Alors moi j'avais une question concernant la quête d'émancipation des femmes et la recherche de concrétisation de leurs projets professionnels. Alors je travaille dans une association qui accompagne les personnes exilées dans leur apprentissage du français et dans leur insertion professionnelle. On a beaucoup plus de facilité à solliciter des hommes, notamment réfugiés ou exilés. Mais on a beaucoup plus de mal à solliciter des femmes et on aimerait les accompagner justement dans leur insertion professionnelle. Donc ma question c'était, pour vous, comment ça se fait que en France, du coup, leur situation fait que finalement, elles ont beaucoup de mal, autant que les hommes, du coup, elles ont beaucoup plus de mal que les hommes de concrétiser un projet professionnel et de s'insérer professionnellement dans le pays, puisque en France, l'intégration se fait par le travail. Qu'elles se retrouvent du coup embrigadées dans des réseaux de prostitution, etc. Est-ce que vous pensez qu'il devrait y avoir un renforcement de leur accompagnement par le gouvernement, par exemple, ou par des dispositions, puisqu'il y a des associations qui essayent de les accompagner et de les sortir de ces situations-là, mais ça reste très compliqué. Est-ce que vous pensez qu'on a besoin d'une aide du gouvernement? Et pour vous, quels sont vraiment les plus gros freins qu'elles rencontrent à leur insertion professionnelle en France, surtout? Comment s'appelle votre association? Alors, c'est Abajad. D'accord. Abajad, voilà. Merci. Merci. Alors, actuellement, l'accompagnement des femmes concernant la sortie des réseaux de la traite est assez nul. Enfin, je ne suis pas du tout spécialiste de la question, mais j'ai assisté à pas mal d'interventions, notamment dans le cadre de la commission parlementaire qui s'était mise en place d'enquête sur les migrations, où il y avait eu beaucoup d'interventions d'associations spécialistes de ces questions-là, et c'était assez terrible, assez désolant. Mais plus généralement, je peux répondre plus généralement, en fait. Bon, le problème principal, ça a déjà été dit, c'est la précarité juridique des femmes. Cette précarité juridique, elle fait qu'on n'a pas accès à un certain nombre de dispositifs qui devraient permettre de se former et d'accéder au marché de l'emploi, mais aussi peut-être de faire des études. Enfin, voilà. Donc il y a cette question de la précarité juridique. On a parlé de Dublin tout à l'heure. Aujourd'hui, si je ne dis pas de bêtises, je ne suis pas spécialiste de la situation en France, mais si je ne dis pas de bêtises, il faut 18 mois pour pouvoir sortir de règlement. C'est-à-dire que si vous êtes arrivé en Europe du Sud, que vous êtes dubliné, qu'on a pris vos empreintes digitales et que vous êtes dubliné, et que vous arrivez en France, vous passez les Alpes, vous arrivez en France. Donc après tout ce qu'on a raconté, c'est-à-dire la traversée de la Libye, la traversée des frontières, la traversée de la Méditerranée, vous attendez dans un centre d'accueil, je ne sais pas combien de temps, en Italie, et puis vous allez traverser les Alpes, et puis vous devez attendre 18 mois avant de pouvoir faire une demande d'asile ou une demande de papier. Donc c'est des années et des années de précarité avant d'y arriver. Autre obstacle, qui peut être aussi une ressource, mais enfin, le fait d'avoir des enfants avec soi. Donc souvent les femmes, souvent on les voit pas, on dit elles sont invisibilisées. Alors elles sont invisibilisées aussi parce qu'elles passent pas par les mêmes lieux, parce qu'elles passent pas, parfois elles ont plus accès d'ailleurs aux dispositifs d'urgence, au logement d'urgence, parce que l'hébergement d'urgence, parce qu'elles sont avec des enfants, parce qu'elles ont des bébés, on en a parlé, etc. Donc elles sont pas forcément dans les mêmes lieux. Donc peut-être que c'est pour ça aussi que les associations parfois parviennent plus difficilement à les atteindre. Et puis il y a des logiques
d'auto-invisibilisation. C'est-à-dire que les femmes aussi vont s'auto-invisibiliser par rapport à des dynamiques, des regroupements où il y aura plus d'hommes et où elles vont essayer de se protéger par rapport à ça. Mais le fait d'être avec des enfants fait que ça les isole complètement de l'accès au marché du travail. Et là, il faut mettre en place des structures. Donc, il y a des microstructures qui sont mises en place avec des partenariats avec des crèches, des partenariats avec... parce que... D'ailleurs, c'est vrai pour de nombreuses femmes en France en général. Si vous assurez pas le soin et l'accueil des petits-enfants en particulier, vous pouvez pas, les femmes ne peuvent pas se tourner vers des cours de langue, vers des diplômes, vers le marché du travail, c'est évident. Donc je pense que c'est un peu tout ça. Mais c'est vrai que le fait de voyager avec des enfants peut aussi... freiner notablement, et c'est sur ce point-là qu'on pourrait beaucoup agir et qu'on n'agit pas assez. Je peux me permettre de compléter par rapport aussi à la scolarisation. La réussite, elle est très très liée aussi au niveau scolaire de départ. Donc là, pour les garçons ou pour les filles, et c'est encore plus vrai pour les filles puisque le niveau scolaire en général est plus faible, les jeunes qui arrivent et qui ont un niveau en langue faible ou qui ont été peu ou pas scolarisés, sont souvent en grande difficulté pour reprendre une scolarité normale parce qu'ils n'ont pas l'habitude de la scolarisation et devraient être beaucoup plus aidés, ce qui n'est pas du tout le cas. Par exemple, pour les mineurs, la plupart des jeunes qui ont été peu ou non scolarisés sont placés assez vite en CAP en alternance, ce qui est une catastrophe totale parce qu'ils se retrouvent chez des employeurs qui ne sont pas toujours très très bienveillants, dans la capacité de mener à bien leur diplôme parce qu'ils n'ont pas les préacquis, non pas parce qu'effectivement ils ont un faible niveau scolaire en soi, mais parce qu'effectivement ils n'ont pas eu le temps de consolider leurs connaissances. Donc évidemment en étant à l'école une semaine sur 3 par exemple, on peut pas espérer consolider un niveau à l'écrit, finir d'apprendre le français, etc. Donc ils vont en général à l'échec au niveau du diplôme. Et le résultat, c'est qu'effectivement, ils ne sont pas embauchés à la fin, ils n'ont pas de diplôme et ils se retrouvent dans une situation de précarité renforcée avec à la clé effectivement des emplois qui seront des emplois sans papier, et des employeurs qui ont compris qu'ils ont une main-d'œuvre comme ça, qui peuvent renouveler tous les 2 ans à moindre coût, sans obligation d'embaucher. Et donc effectivement, chez les filles, ça peut encore se renforcer dans la mesure où effectivement, on a souvent des jeunes filles qui ont un niveau scolaire assez faible et des connaissances en français qui sont encore plus faibles. Bonsoir, j'ai une question un peu technique pour l'HCR. On vous entend pas bien. Pardon, c'est mieux? Vous m'entendez mieux? J'ai une question un peu technique d'un point de vue juridique pour l'HCR. Je voulais savoir si l'HCR appliquait la détermination du statut de réfugié par le biais du prima facie, la reconnaissance prima facie dans les camps des réfugiés des pays limitrophes à l'Afghanistan, pour les populations afghanes exilées. Et indépendamment de cela, est-ce que l'HCR considère que pour la détermination du statut de réfugié, la reconnaissance de la qualité de réfugié pour les demandeurs d'asile afghans, il faut que la personne apporte la preuve d'une persécution individuelle de la part des talibans, apporte la preuve d'avoir fait l'objet d'un ciblage individuel de la part des talibans, puisque c'est aujourd'hui la position de la Cour nationale du droit d'asile en France qui a amené malheureusement à une augmentation exponentielle des rejets des demandes d'asile des ressortissants afghans. Donc je voulais savoir un peu la position de l'HCR là-dessus. Merci. Oui. Alors, dans nos discussions par rapport à ça, ce qu'on a demandé, c'est que en fait, quand il y a un changement de situation dans un pays, il faut observer ce qui se passe pendant un certain temps avant de pouvoir en fait dire que il n'y a plus de violence et donc il faut observer. Et donc effectivement, il ne peut pas y avoir un changement radical et de dire que du jour au lendemain, non, il n'y a plus de violence dans le pays. Voilà, donc ça fait partie
des choses qu'on recommande par rapport à la situation en Afghanistan. Mais au-delà de ça, ce qu'on a demandé aussi, c'est qu'il n'y ait pas de retour en Afghanistan pour l'instant. Pas de retour, y compris de demandeurs d'asile qui sont déboutés. Donc ça, c'est quelque chose de très important aussi dans ce temps, justement, où il peut y avoir une révision des lignes directrices, en fait, par rapport à l'accord d'un statut de réfugié pour des personnes qui viennent, en fait, d'Afghanistan. Ensuite, dans les pays voisins de l'Afghanistan, il faudrait que je me renseigne exactement pour savoir quelle est la procédure. Mais je pense que c'est individuel. Mais il faudrait que je me renseigne plus précisément par rapport à ça. Donc si vous voulez, vous pouvez me donner après vos coordonnées si vous avez cette question bien précise et je pourrais me renseigner, mais je pense que c'est individuel. Bon, je crois que peut-être... Si, encore une dernière question ? Allez-y. Vous avez commencé l'intervention en parlant de l'impact que la médiatisation de certaines crises pouvait avoir pour la facilité à avoir, par exemple, une reconnaissance pour un visa, pour un statut. On a parlé de l'Érythrée, de la Syrie. Et à la fin, on a plutôt parlé de l'Afghanistan et du fait que ça marchait moins, en fait. Donc la question, c'est est-ce qu'il y a une espèce d'essoufflement à cause de la multiplication des crises ? Et en parallèle de ça, est-ce que, par exemple, pour revenir plus précisément au sujet, est-ce que le fait qu'en France, on défende de plus en plus les droits des femmes soient de plus en plus médiatisés, et que la présidence Macron a fait beaucoup de gestes médiatiques là-dessus, pourrait faciliter les démarches pour des femmes exilées qui arrivent en France et plus généralement en Europe? Peut-être sur la première question, de façon générale, en fait, si on parle de soutien en fait, pour mener à bien nos projets, il y a des situations en fait, oubliées qui ne sont pas du tout médiatisées, pour lesquelles on arrive peut-être à avoir 20% en fait, de soutien par rapport au programme qu'on doit mettre en œuvre. Et donc, forcément, on doit définir de priorités de ce qu'on va faire, mais on essaie aussi d'allouer en fait, des fonds additionnels qu'on pourrait avoir en fait, pour ces situations-là. Mais après aussi, sur les situations qui durent, effectivement, on se rend compte d'une certaine fatigue. Et par exemple, pour la crise syrienne, il y a eu en fait, il y a 2-3 ans, il y a eu un tournant, en fait, où avant... C'était des programmes qui, de notre côté, étaient quand même assez bien soutenus. Et tout d'un coup, c'est devenu aussi des programmes qui étaient sous-financés. Et au-delà des programmes, aussi des difficultés, en fait, pour avoir du soutien, pour trouver des solutions. Et en fait, si vous suivez un peu notre actualité ou nos appels, vous allez voir que oui, chaque semaine, en fait, on fait un appel pour quelque chose. Donc, on va faire des appels financiers pour la situation au Sahel parce que c'est catastrophique. Le Yémen, pire catastrophe humanitaire au monde. Bon, maintenant c'est l'Afghanistan qui est là. Et donc en fait, malheureusement, du fait de la situation globale, on est poussé à multiplier des appels. Ensuite, on a un appel spécifique pour soutenir les personnes dans la situation de Covid, parce que là aussi, la situation est devenue dramatique pour de nombreuses personnes. Et donc... peut-être que la générosité s'essouffle un peu. Et donc, malheureusement, oui. Et par rapport à la crise afghane, oui, ça fait 40 ans. On peut parler d'une autre situation, si vous me permettez, parce que comme on parle des femmes, quand même, j'ai travaillé au Congo, j'ai travaillé en RDC. La situation aujourd'hui en RDC, elle est comme elle était il y a 5 ans et il y a 6 ans quand je travaillais sur place. On parle, et heureusement, on parle de l'action du docteur Mukwege. Et donc, ça permet de donner un peu de visibilité à la situation des femmes en RDC. Mais sinon, on en parle peu, mais c'est pas pour autant, en fait, qu'il y a moins de violence, moins de violence sexuelle. Donc voilà, mais je vous laisse continuer, Gabi. Ouais, moi je voulais dire par rapport à la prise en compte du genre, notamment dans les motifs de protection, y a une...
voilà, il y a certains dossiers qui avancent bien en ce moment. Il y a certains dossiers, certains aspects dans les demandes d'asile qui sont liés au genre, que ce soit à l'orientation sexuelle, au fait de fuir des mutilations génitales féminines ou des choses comme ça, des mariages forcés, qui avancent. Mais en même temps, comme il a été dit avant, la preuve, c'est toujours du côté des femmes à devoir apporter la preuve de la persécution, et c'est parfois extrêmement compliqué. Plus généralement, je voulais dire que un sujet sur lequel les chercheurs aujourd'hui se penchent beaucoup, c'est le fait que s'il y a encore 4 ou 5 ans, et on le voyait bien dans le cadre de la crise syrienne en 2015 par exemple, il y avait vraiment clairement une vision dichotomique des choses entre les migrations économiques qui étaient complètement illégitimes et les migrations fortes. Et nous, on questionnait ça en tant que chercheurs. On disait, mais de quel droit, aujourd'hui, on considère que des migrants qui partent pour des raisons économiques, pour des raisons d'amélioration de leur situation, etc., qui constituent quand même la majorité des migrations dans le monde, ne seraient illégitimes. Aujourd'hui, on voit qu'il y a un vrai glissement et que, y compris la migration forcée, devient complètement illégitime. On le retrouve dans les discours politiques, dans les politiques dont on a parlé au début d'externalisation de l'asile, c'est-à-dire aujourd'hui, c'est le Mexique qui contrôle... Enfin, ça change un peu, là, je ne sais plus trop où on est, mais ça a changé sous Biden, mais sous Trump, c'était le Mexique, donc, qui contrôlait les demandes d'asile des Centra-Américains, le Danemark qui veut externaliser la demande d'asile. Donc on est là-dedans, on est dans une délégitimation totale de la migration forcée. Aujourd'hui, le migrant, la migrante ne sont pas légitimes, quels qu'ils soient et quels que soient les motifs de leur migration. Peut-être ajouter un mot là-dessus. Ce qu'on voit aussi, c'est par exemple au Royaume-Uni, je lisais récemment un article du Guardian qui nous apprenait que plusieurs demandes d'asile avaient été rejetées concernant des Yéménites ou des Afghans. Et je crois que il y avait un cas en particulier, c'était un Syrien, me semble-t-il, allait se voir retirer l'asile qui lui avait été accordé quelques années plus tôt, au prétexte que la Syrie serait un pays sûr. En France, on a aussi vu... des premières demandes d'asile rejetées concernant des Afghans, des requérants afghans. Et puis par ailleurs, un exemple assez récent aussi dans l'actualité, à la frontière entre la Pologne et la Biélorussie, il y a eu un certain nombre de demandeurs d'asile syriens qui, malgré la situation qu'on connaît, ont été refoulés, ont été pushed back, ce qui est totalement illégal au regard du droit international, de la Convention de Genève relative aux réfugiés. Donc voilà, peut-être que ça répond en partie à votre question sur peut-être une forme de lassitude ou La pourriture du Front National. ou de banalisation des conflits que l'on connaît à travers le monde. Et peut-être pour apporter, si vous me permettez, une note positive par rapport à ça, parce qu'on parlait un peu du plaidoyer. Et je pense, et effectivement, c'est ce qu'on essaie de faire au HCR aussi, parce qu'on essaie de réfléchir à comment on peut trouver des solutions dans ce contexte, parce que même si le tableau que je vous présentais tout à l'heure pouvait paraître sombre, c'est pas pour autant qu'on est pessimiste. On veut continuer à essayer de trouver des solutions. Et je pense qu'en termes de plaidoyer, bien sûr qu'il faut dire ce qui ne va pas, mais il faut aussi montrer ce qui va et quelles sont les solutions qui sont possibles. Et je pense que si on fait ça, on peut peut-être essayer aussi de convaincre des gens qui en fait n'ont pas toutes les informations sur les sujets et peuvent entendre il y a plein d'informations et de fausses informations qui circulent en fait, et ça peut justement créer des peurs aussi. Donc de montrer ce qui fonctionne et quelles sont les solutions, je pense que c'est très, très important. Et puis, et on le disait déjà aussi, montrer justement aussi la force, la résilience des personnes qui sont déracinées, qui sont réfugiées, et dont beaucoup se sont mobilisés, en fait, y compris dans la réponse à la pandémie, aux côtés en fait, des Français ou d'autres pays, en fait, pour trouver des solutions. Et moi, à l'époque, je me souviens, il y a quelque chose de très fort qui m'a été dit par une réfugiée syrienne, justement, qui s'était mobilisée en fait, pour aider ses voisins. Elle était prof, donc pour aider les autres profs.
Et elle m'a dit à un moment donné, en fait c'est la première fois que je me sens comme tout le monde ici, en France. En fait on est tous identiques face à ça. Et donc dans chaque crise, je pense qu'on peut trouver des choses aussi pour aller de l'avant. Et je pense que ça aussi c'est important de le mettre en avant. Tous les travailleurs essentiels, les personnels de santé, tout ce qui a été fait. Donc voilà, je voulais juste ajouter ce point qui n'est pas forcément la conclusion, hein. Je prétends pas faire la conclusion, mais je voulais juste l'ajouter parce que par rapport aux discussions qu'on a eues et par rapport à cette question tout à l'heure sur le plaidoyer, je pense que c'est ça ce qu'on peut faire aussi un peu, c'est d'essayer de montrer que c'est possible en fait et que c'est pas toujours compliqué. Je crois que c'est effectivement un mot de la fin tout à fait intéressant. Je crois qu'effectivement il est important de rester, peut-être de clore sur cette note un peu plus positive. Je vous rappelle donc que des bénévoles de SOS Méditerranée peuvent vous écouter, vous conseiller si vous avez envie de prendre part à cette aventure juste à côté au niveau de l'exposition qui est visible encore jusqu'à dimanche soir. Vous rappeler encore une fois combien il est important à la fois de s'informer pour pouvoir transmettre cette information, combien il est important aussi d'agir en tant que citoyenne, citoyen, dans les manifestations, dans la transmission des informations, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit parmi vos environnements professionnels, parce qu'effectivement, il y a ce qu'on appelle, ce que Gramsci appelait autrefois un combat pour l'hégémonie culturelle, c'est-à-dire une façon de combattre aussi une pensée dominante qui est une pensée négative, une pensée de rejet de l'autre, et que cette pensée négative, elle se combat au jour le jour par chacune d'entre nous, et que il est important de continuer à le faire au quotidien, surtout quand, dans une période comme aujourd'hui, ce discours négatif, malheureusement, et on le voit en période d'élection, est en train d'un petit peu se généraliser. Voilà. Donc, chacun de nous et chacune de nous peut apporter sa contribution pour renverser les choses. Et je pense qu'un discours déjà plus ouvert, c'est le début de changements plus profonds dans les actes. Merci beaucoup.